Et c'est pas que j'ai pris une mauvaise voie, mais j'ai commencé à fréquenter des personnes pas fréquentables. Donc on me reprochait que j'étais trop. T'es là-bas, je comprends pas quelle place je prends, alors que moi je sais même pas où est ma place. Vraiment dans le manque. Alors, quand j'étais étudiante, il y avait plus mon père, il y avait plus personne, et du coup personne me donnait d'argent. Il y avait plein de moments où je mangeais pas. T'as forcément des galères quand t'es à l'étranger, il faut juste savoir comment les gérer, mais t'en as tout le temps. Vol à l'arraché dans la rue. J'avais plus rien, sauf qu'en fait, ma mère, elle savait même pas que j'étais à Tunis. Parce que tout le monde me dit, mais comment tu fais pour avoir confiance en toi ? J'ai pas confiance en moi. Et en 2021, ouais, ça a été un peu la descente aux enfers. Ouais. Bienvenue les amis sur le podcast L'envers du décor, le podcast qui parle de tout sauf de business avec les entrepreneurs à succès. Aujourd'hui, ce sera l'envers du décor de Solène Feg. Vous allez voir, son histoire est ultra passionnante. On va revenir sur son enfance, ses galères d'étudiante, ses galères d'entrepreneur. Et Solène va nous expliquer comment elle a réussi à trouver sa voie et exploiter son plein potentiel. C'est un épisode qui me parle beaucoup, moi qui adore partir dans tous les sens. Solène arrive à mettre des mots sur ce type de profil et elle en a même fait sa force et elle en a même fait son business. N'oublie pas que l'épisode est aussi disponible sur Apple Podcast, Spotify. Si t'es dans les transports, en voiture, tu peux aussi écouter l'épisode sur ces plateformes-là. Si tu veux que je te partage encore plus d'histoires passionnantes d'entrepreneurs, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, à t'abonner à la chaîne YouTube, à liker, à commenter, à repartager. Je te souhaite un super épisode et je te dis à la prochaine. Ciao. Hello Solène. Hello Mike. Comment tu vas ? Eh ben écoute, ça va et toi ? Écoute, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, je suis ravie d'être ici. Comment tu te sens aujourd'hui ? Dis-moi. Eh ben, ça va, plutôt bien. Ouais. Je suis à Paris depuis pas très longtemps, mais je me suis pas encore laissée submerger par toute la folie de Paris, mais ça va. Ouais. Combien de temps ? Une semaine ? Ouais, c'est ça, pour une petite semaine, ouais. C'est pas trop... Ouais, c'est vrai que ça bouge beaucoup. C'est assez sport, ouais, pas mal de choses à faire, mais vu que je sais que je suis là pour les bonnes raisons, mentalement, ça va mieux. Trop bien. Alors Solène, je commence toujours les interviews de la même manière. Je vais te demander de te présenter brièvement pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent. Ce que tu fais dans la vie. Qui es-tu ? Alors, grande question. J'adore et j'ai détesté très longtemps cette question parce qu'en fait, j'ai jamais trop su comment je devais me présenter. Maintenant, je pose le mot entrepreneur multipassionné. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc, moi, ça fait bientôt 6 ans que je suis entrepreneur. J'ai eu touché à pas mal de choses. J'ai fait du e-com, j'ai fait de l'affiliation, j'ai touché à l'immobilier. Là, maintenant, je suis plus, j'allais dire, dans une branche un peu classique que beaucoup d'entrepreneurs connaissent, qui est l'infoprenariat. Ça fait déjà 4 ans que je suis dedans. Et j'ai aussi un podcast. J'ai une académie qui s'appelle l'Académie des multipotentiels, donc pour les entrepreneurs multi. Je suis maman aussi, accessoirement. Je suis auteure aussi d'un oracle de cartes. Okay. Donc, une partie beaucoup plus holistique qui n'a rien à voir avec ce que je fais de base marketing. Bientôt auteur d'un livre aussi, qui sort au mois de septembre. Okay. Et quoi te raconter de plus ? Et astrologue aussi, voilà, à mes heures perdues. Ça fait 4 ans déjà, mais pareil. En fait, j'ai pas mal de choses. Et du coup, je m'en sers un petit peu. J'essaie de trouver un fil rouge pour ne pas perdre non plus mon audience. Mais... j'aime toucher en fait à tout. Voilà, clairement, c'est comme ça que je me nourris. Donc ça fait beaucoup de choses, quoi. Et c'est aligné avec complètement le multipotentiel. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai mis le mot multipotentiel, multipassionné. Je dis toujours le mot multipassionné avant parce que quand on entend multipotentiel, ça sonne tout de suite comme un peu arrogant, comme si parce qu'on a tellement entendu, tu sais, les termes un peu haut potentiel, HPI, HPE, surdoué, qu'on met un peu multipotentiel dans la même case et ça sous-entend une espèce de supériorité intellectuelle qui, en fait, n'est pas vraiment le cas. Enfin, pas pour tout le monde, évidemment. Il peut y avoir des HPI parmi les multi, mais pas nécessairement. Et ça sonne tout de suite comme, mais comment ça, toi, t'as multipotentiel, pourquoi pas moi ? Alors qu'en fait, rien à voir. C'est juste un mode de fonctionnement qui est différent. Une pensée en arborescence, une grande curiosité et tout un tas d'autres paramètres. Mais voilà, multipassionné, multipotentiel, petite distinction, mais grosso modo, on va les mettre dans le même sac aujourd'hui. Ce sera le seul moment où on va parler business. Mais juste pour moi, pour mon info, multipotentiel, c'est vraiment quelque chose qui existe, qui est scientifiquement... Alors, en fait, c'est pas considéré comme une neuroatypie au sens clinique du terme. En revanche, c'est une neurodivergence. Donc, c'est vraiment... Ce qui serait plus juste, c'est même pas de dire je suis multipotentiel pour ne pas en faire son identité, mais plutôt de dire j'ai un mode de fonctionnement multipotentiel. Les profils multipotentiels, ils ont été étudiés il n'y a pas si longtemps que ça. Finalement, les premières études, elles remontent en 72 avec un psychiatre qui s'appelait Frederickson, qui avait étudié des adolescents multipotentiels, mais parmi des surdoués. C'est pour ça qu'il y avait eu
une espèce de confusion de les multipotentiels, et ça soulève encore une question aujourd'hui, mais sont-ils nécessairement surdoués? Moi, je ne pense pas, parce que je le vois aussi parmi mes clients, et tout le monde n'est pas nécessairement HPI, surdoué, zèbre, tous les termes qu'on entend. Mais encore une fois, il n'y a pas eu assez d'études poussées sur le sujet. Donc, c'est vraiment un mode de fonctionnement qui est différent. Ce sont des profils touche à tout, généralistes. Et ça se faisait beaucoup plus avant, tu vois, au temps de la Renaissance, des Leonardo de Vinci. Alors, petit disclaimer, je ne me prends pas pour Leonardo de Vinci, parce qu'on m'a déjà dit, non mais attends, tu n'es pas Leonardo de Vinci, je le sais bien, et ni toute la communauté multipotentielle, mais de base, c'était beaucoup mieux vu, en fait, d'être généraliste. Et puis ensuite, l'ère des spécialistes est un petit peu arrivée et on les a un petit peu rimés, tu vois. On leur a dit que non, il fallait s'expertiser, être l'expert, un surexpert dans quelque chose, même dans le monde du travail. Mais là, c'est en train de revenir un petit peu en force. Je pense que les généralistes ont largement leur place. C'est là tout l'objet d'études de mon livre, mais ont largement leur place dans l'ère des spécialistes et peuvent largement se faire entendre, même si leur mode de fonctionnement dérange parce qu'ils ne terminent pas toujours ce qu'ils commencent, parce qu'ils sont attirés par pas mal de choses, et puis des choses qui n'ont rien à voir parfois. Tu vois, c'est vraiment une curiosité qui est poussée. Et vraiment, cette pensée en arborescence, ils ont cette faculté d'aller connecter des idées entre elles qui est incroyable. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas trop si des fois, il n'y a pas un peu du HPI derrière tout ça. Mais voilà. Pas assez d'études poussées, beaucoup de théories, mais oui, ça existe bien. Ah ouais, c'est super intéressant. Parce que c'est vrai que même maintenant, enfin moi, je connais que toi, je crois, en multipotentiel. Après, c'est parce que je ne connais pas ce monde-là, donc je n'ai pas de suggestions, tu vois. Même là, dans l'entrepreneuriat, ce qu'on te dit, c'est sois expert dans un domaine. Complètement. Niche-toi, etc. Oui, exactement. Mais moi, j'avoue que je vais un petit peu à l'opposé. J'ai un peu la phrase que je dis tout le temps, c'est la niche, c'est toi, bordel, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Moi, parce que je crois profondément, en fait, qu'on peut être l'épicentre. Ça sonne un peu égocentrique, mais qu'on peut vraiment être l'épicentre de ces offres et qu'on n'est pas, si on parle vraiment business, et qu'on n'est pas nécessairement obligé de se surnicher tant qu'on a un fil rouge et un fil conducteur qui peut tenir un peu tout ça, tu vois. Okay. Super intéressant. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui partent dans tous les sens et complètement. Qui se posent des questions. Complètement. Puis après, t'as aussi ça soulève aussi Enfin, moi, on m'a souvent dit, est-ce que ça serait pas un peu, ou simplement le syndrome de l'objet brillant, tu vois, de vouloir aller exploiter la nouveauté, la dernière chose un peu en vogue. Et moi, je pense sincèrement que non. Et c'est là que les études, justement, le peu d'études qui ont été faites l'ont démontré aussi, c'est que c'est vraiment un mode de fonctionnement qui est différent. Il ne s'agit pas juste de toujours aller vers la nouveauté. Ça peut être le cas, mais dans ce cas, ça se rectifie assez bien. Mais pour moi, quand on a une neurodivergence comme ça, c'est un boulet au début, mais ça peut vraiment être une force aussi. Et au final, je ne sais pas si tu connais Julien Musi. Oui, de nom. Ouais. De nom, ouais. Et lui dit justement, finalement, tant que ça te donne de l'énergie, ce que tu fais, c'est pas grave de switcher d'un sujet à un autre. Complètement. Si ça te donne de l'énergie, que tu es heureux comme ça, fais-le. Ouais, complètement. Exactement. Et c'est exactement la manière dont les profils multipotentiels se nourrissent. Hein. Ouais. Et toi, t'es comme ça? Complètement. Moi, si tu m'obliges à être qu'une seule chose, et ce qui a été le cas en fait pendant longtemps, alors personne ne m'obligeait, je m'obligeais moi-même de par la société, parce qu'en fait, c'était tellement mal vu. Et même sur Instagram, tu vois, pendant longtemps, j'ai aussi rendu confuse mon audience, parce qu'en fait, je partais dans tous les sens, parce que je voulais m'obliger à être quelque chose que j'étais pas. Et du coup, même dans des soirées entrepreneurs ou quoi, je me présentais comme une coach en marketing, alors que je fais pas de coaching, moi. Je suis plutôt plus dans le mentoring, mais c'est une autre forme d'accompagnement, mais je fais pas de coaching. Donc, je disais coach business, je disais astrologue à l'autre, podcasteuse à quelqu'un d'autre. En fait, et à chaque fois, j'étais en tel désaccord avec moi-même que c'est là qu'on parle beaucoup aussi d'alignement, tu vois, que je me disais, mais je sentais en fait une friction, tu vois, et je me disais, mais non, au moment même où je sortais n'importe quel rôle que je pouvais tenir, aussitôt, je me disais, mais je ne suis pas que ça, en fait. Et c'est pas ce que j'ai envie d'être. Je suis aussi tout un tas d'autres facettes, mais que, je m'autorise pas à l'être parce que l'autre ne m'autorise pas à les montrer, tout simplement. Parce que si je lui dis, il va juste me regarder comme, en fait, t'es juste perdu. T'es instable. T'es pas très fiable, tu vois. Vrai, hein. Donc, frustrant pendant longtemps. Ouais. Et c'est un petit peu les profils que j'accompagne aujourd'hui et qui me racontent la même chose. Qui sont rassurés, en fait, tu vois, d'avoir pu poser ce mot-là, enfin, sur
c'est un mot en fait parapluie, hein, tu vois, qui englobe finalement plusieurs facettes. Donc, moi, je réfléchis, tu vois. Je me dis, putain, est-ce que... tu vois, parce que je gonfle ma meuf à changer d'idée à chaque fois et tout. C'est vrai? Ouais. Ok. Bon, écoute, Solène, est-ce que tu peux me dire du coup où tu es née et dans quel type d'environnement? Ouais. Alors, où je suis née en localisation, eh bien dans la région parisienne. Voilà, je suis parisienne de base, au risque d'en décevoir certains. On peut pas être parfait. Cependant, alors dans quel environnement? Donc, je suis née dans la région parisienne. J'ai ensuite déménagé sur Bordeaux. Mon père avait été muté quand j'avais 8 ans. Donc, j'ai beaucoup plus de souvenirs de la région bordelaise et de tous mes copains là-bas que de Paris. J'ai grandi dans un environnement super stable. Mes parents étaient encore ensemble jusqu'à mes 17 ans. J'ai franchement pas manqué de grand-chose, si ce n'est de façon assez cliché, d'un petit peu d'amour de mon père, qui n'était pas l'homme le plus présent. Et voilà, mais je me suis construite autour de ça, donc beaucoup élevée par ma maman, avec mes 2 frères. J'ai un grand frère de 3 ans de plus que moi et un petit frère de 2 ans de moins. Voilà, donc... Ils vivent toujours à Bordeaux? Ouais, eux, ils sont toujours sur Bordeaux. Et tes parents? Et mes parents aussi, ils sont toujours dans le coin, ouais. Toujours entre le bassin d'Arcachon, puis mon père un petit peu plus loin. Et très équilibré, moi je m'entends très très bien avec mes frères. On a des relations très différentes, puisque ils sont vraiment opposés. Mais... ouais, quoi te dire de plus? Honnêtement, jusqu'à mes 17 ans, c'est un peu l'âge où tout a basculé quand mes parents ont divorcé. Honnêtement, tout allait vraiment bien, tu vois. En tout cas, j'ai manqué de rien. Mes parents n'étaient pas riches, tu vois, mais ils n'étaient pas pauvres non plus, donc ça allait. Tes parents, ils font quoi ils faisaient quoi ou ils font quoi comme travail? Alors, mon père va prendre sa retraite cette année, mais il travaille toujours chez Thales, voilà, anciennement Dassault, qui ont été séparés. Donc, mon père est cadre chez Thales. Il a monté là-bas. Il est resté toute sa vie, en fait, dans cette entreprise. Et puis, alors, je ne saurais pas vous dire exactement ce qu'il fait, parce qu'il y a aussi un petit peu un secret défense. Alors, je sais pas exactement ce qu'il fait. Je sais juste qu'il est cadre et que, voilà, il travaille là-dedans sur un hélicoptère. C'est tout ce que je peux vous dire. Et ma mère, elle a été 13 ans assistante maternelle. Et aujourd'hui, elle est secrétaire médicale. Ok. Voilà. Et du coup, tu étais quel type d'enfant? Genre enfant, je sais pas, timide, introverti, extraverti, J'étais très extravertie. Il y a eu un switch ensuite parce que maintenant, je me considère plus introvertie. Alors, c'est pareil, ce principe d'introversion, extraversion qui vient de Jung, finalement. C'est pas qu'il est faux, mais... C'est-à-dire qu'il vient de Jung? De Carl Gustav Jung, le psychiatre. Moi, je suis une Jungienne dans l'âme. J'aime beaucoup ce psychiatre-là, parce qu'il a créé aussi des archétypes et je m'intéresse aussi beaucoup aux archétypes. Et c'est lui, en fait, qui a amené le principe d'introversion-extraversion. Et en fait, ce principe-là, il est trop intéressant, mais je pense qu'il nous met aussi beaucoup dans une case de je suis extraverti ou je suis introverti, je ne suis que ça. Moi, je pense qu'on est carrément les deux. Alors maintenant, il y a un nouveau terme qui dit ambiverti, je crois. Je pense qu'on est carrément les deux et ça dépend en fait du contexte et des personnes avec qui on est. Moi, quand je suis avec ma famille, je suis carrément extravertie, comme quand j'étais petite. Par contre, si tu me mets dans une soirée où je connais pas grand monde, je vais être très analyste et très observatrice et là, je vais rentrer plus dans mon introversion et les autres vont vite drainer mon énergie. C'est même pas une timidité, parce qu'on confond aussi souvent, tu vois, l'introversion et la timidité. C'est pas la timidité. Je peux vraiment m'affirmer, etc. dans un groupe. J'ai pas vraiment de mal à ça. C'est plus de la fatigue, en fait, mentale et même physique, de comment je vais gérer mon énergie. Et je peux être très vite drainée, en fait, et très vite lessivée pour pas grand-chose, même quand on n'est pas venu beaucoup me parler, juste par, je sais pas comment expliquer, par l'énergie des autres. Ouais. Et du coup, quand j'étais plus jeune, j'étais très extravertie. Moi, je faisais du théâtre, je faisais de la danse. J'avais besoin... je fais toujours un petit up à l'astrologie, ça va vous faire sourire, mais moi, je suis lion de signe astrologique, très cliché. Et on dit que le lion, c'est un petit peu le signe égocentrique, etc. Et c'était vrai que j'étais pas mal comme ça, je pense que je le suis toujours un petit peu. Et j'aimais beaucoup être au centre, en fait. Et même dans ma famille, au final, j'en profitais, le fait d'être la seule fille, parce que du coup, j'étais un peu chouchoutée, même par mes frères en soi. C'était surtout eux qui se disputaient. Moi, ils me laissaient un peu tranquille. Ouais. Et j'aimais beaucoup être sur scène, voilà. Donc, j'aimais bien faire le clown. Et à l'école aussi? Et à l'école, c'était un peu pareil. Alors, j'étais une bonne élève, donc je faisais pas forcément le bazar en classe. Si tu me dis, allez, primaire, collège, que je comprenne, comment t'étais?
J'étais l'élève parfaite. Moi, j'aimais bien, j'avais un peu le rôle modèle parce que je voulais aussi beaucoup satisfaire mes parents et surtout mon père qui a voulu nous pousser beaucoup dans les études parce que lui, on avait fait, donc forcément, il fallait qu'on suive son chemin. Ingénieur, c'est ça? Il est cadre, il avait poussé jusqu'au master, mais tu vois, le master à leur époque, c'était un truc de dingue. Aujourd'hui, c'est plus grand-chose, mais à leur époque, c'était vraiment bien. Et du coup, il imaginait qu'on allait suivre ses pas, ce qui n'a pas été le cas. Mais du coup, j'ai quand même été bonne élève. J'ai pas eu de soucis, moi, particulier avec l'école. Au contraire, jusqu'à mes études, en soi, ça va. Je me suis toujours super bien maintenue. Okay. Et j'étais pas une enfant problème. J'étais plutôt sage. Pas de problème à te faire des amis, etc. Non, du tout. Ouais. Au contraire, j'ai toujours été plutôt entourée jusqu'au lycée, on va dire. Mais primaire, collège, je crois que ça allait. Okay. À Bordeaux? Sur le bassin d'Arcachon, ouais. Ouais, okay. C'est ça. Et lycée, du coup? Et le lycée, j'ai fait mon lycée sur Bordeaux. Et puis, après, je pense que, je sais pas, avec l'adolescence, on change aussi. Le lycée, à partir de 15 ans, ça commençait déjà pas trop à aller entre mes parents, donc je le sentais aussi. Et puis, je sais pas, on s'affirme aussi autrement. Et c'est pas que j'ai pris une mauvaise voie, mais j'ai commencé à fréquenter des personnes pas fréquentables, qui m'ont pas influencé de la bonne manière, ce qui fait que mes parents m'ont envoyé dans le privé pour éviter que je les fréquente. Ouais. Ah, parce qu'ils ont vu qu'il y avait... Ouais, en fait, à partir de la 3e, je commençais un peu à... Alors, je voulais m'émanciper, mais je commençais pas à faire des bêtises, mais un peu... Enfin, des bêtises, on s'entend, mais... Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai toujours eu l'impression d'être l'aîné de ma famille, parce que moi, mon grand frère, qui avait 3 ans et demi de plus que moi, il sortait pas beaucoup. Il avait pas beaucoup de vie sociale. Il faisait pas... Voilà. Quand moi, j'avais 14 ans, il en avait 17, mais... Les soirées, c'était pas trop son truc, tandis que moi, j'avais 14 ans et en fait, j'adorais aller en soirée avec des copines, etc. Toi, extra, lui, intro. Ouais, c'est exactement ça, genre vraiment. Donc, du coup, j'ai fait un peu le mur de temps en temps pour sortir. Je fumais. Enfin, voilà, je voulais me rendre intéressante comme je pouvais. Ce qui, finalement, avec du recul, est très ridicule. Mais bon, à l'époque... C'est la période, tu sais, exactement. Quand t'es jeune. C'est ça, voilà, tu fumes devant le collège, c'est marrant. Je m'étais fait cramer par ma mère, tout ça. Et en fait, c'est là, après, qu'ils ont pris la décision de me mettre en seconde générale dans le privé pour me calmer. Effectivement, ça m'a calmée. Ça a fonctionné? Ça a fonctionné, ouais. Ça a créé aussi une forme de rébellion. Parce que je n'étais pas du tout d'accord avec ce choix-là. Mais j'ai réussi à me retrouver quand même des copines qui raisonnaient un peu avec qui j'étais à l'époque et donc qui faisaient un peu des bêtises, qui avaient envie de sortir et tout. Et ouais, j'étais toujours extravertie, mais je me faisais facilement des potes, mais je sais pas si je me faisais facilement des potes à cette époque-là, parce que je commençais à être un peu critiquée physiquement aussi, parce que c'était l'époque où je commençais un peu à me maquiller, tout ça, et je crois que ça plaisait pas vraiment, donc du coup, il y avait toujours ce solenne et superficiel qui était jamais loin. Et par les filles ou par les mecs? Par les filles, surtout. Ah ouais? Ouais. C'est souvent ça, finalement. Ouais, beaucoup. Hein. Les filles se critiquent beaucoup entre elles. Énormément, Les mecs s'en foutent un peu. Énormément, c'est le grand combat. Hein, et c'est encore... alors, c'est moins mon combat aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est vrai que je m'adresse aussi beaucoup aux femmes pour cette raison-là. Mais oui, beaucoup par les filles, ouais. On vient toujours déranger d'une certaine manière. Et j'ai toujours dérangé sans même savoir pourquoi, en fait, je pense. Parce que toi, tu voulais... t'exprimer, enfin tu complètement, tu voulais juste te sentir bien. Et c'est ouais, c'est ça. Et puis j'avais pas la sensation de marcher sur les plates-bandes de quelqu'un d'autre, tu vois. Donc, mais ouais, je sais pas. À l'époque, on me reprochait que j'étais trop, que je prenais trop de place, que ce genre de choses. Alors qu'au fond de moi-même, j'ai l'impression de pas savoir où était ma place, tu vois. Enfin, c'est vraiment le paradoxe du truc. Et toi, t'es là-bas. Je comprends pas à quelle place je prends, alors que moi, je sais même pas où est ma place. Donc c'était c'est intéressant, mais ça c'est beaucoup au lycée que c'est venu se déclencher, puis un petit peu par la suite aussi ça a continué. Et c'est quoi ça va paraître un peu con ma question, mais c'est quoi une école privée? Enfin, je vois pas la différence entre une école publique et privée. Alors moi, la différence que j'ai sentie, étant donné que je sortais d'un collège public, là c'était une école privée catho. Ok. Moi je suis je sais plus comment on dit, agnostique, je crois. Agnostique? Ouais. Athée? C'est pas athée, mais c'est agnostique, je crois. Je crois pas. Enfin voilà, je suis pas dans les religions. Voilà, on va laisser le. Mais je crois que c'est ça, ouais. Ouais, c'est le doute planer.
Et en fait, bon, moi, ma famille n'est pas religieuse non plus, sauf du côté de mon père. Donc, du coup, moi, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et on ressent... Enfin, pour moi, ça a été une des plus grosses différences parce que du coup, il y a des cours spéciaux autour de la religion, etc. Et le niveau est beaucoup plus élevé, en fait. Et c'est connu aussi pour ça. Parce que les profs ne sont pas payés de la même manière. Je crois qu'ils sont bien mieux rémunérés. C'est du privé, forcément, parce que nous, on paye aussi. Ce qui fait que le niveau est vraiment différent. Ils passent beaucoup plus de temps avec toi. Moi, je me souviens que j'étais tellement nulle en maths. Mon Dieu, que j'avais pas eu le choix, en fait, d'aller à des cours... comment ils appellent ça ? Ouais, c'était des cours en plus, quoi, comme de rattrapage. Le soutien, non ? Ouais, c'est ça, exactement. Des cours de soutien, où je restais jusqu'à 18h quand tout le monde partait. Horrible. J'avais tellement le seum. C'était horrible. Mais j'avais pas le choix. Mon père m'avait obligée à aller à ces trucs. Et eux, en plus, ils t'obligent aussi, parce qu'en fait, ils sont hyper impliqués aussi dans le parcours de l'élève. Forcément. En vrai, voilà. Ils sont payés. Exactement. Ouais, ils gagnent bien je pense que, je pense que ça change vraiment quelque chose. Et le niveau était vraiment difficile. Enfin, là, moi, ma seconde générale, honnêtement, ça s'est pas bien passé. Moi, j'ai redoublé. Moi, j'ai pas redoublé, mais franchement, ils étaient à 2 doigts de me faire passer. Et vu qu'après, je suis partie en technologique, en STG, à l'époque, ça s'appelait STG. Alors, je sais que les STG, STMG sont vraiment critiqués, mais moi, c'était vraiment bien. J'ai bien vécu ça, en tout cas. C'est que maintenant, il y a beaucoup de mèmes autour de ça, comme quoi c'est des gros débiles et tout. Moi, ça me fait un peu rire. Ouais, j'avais vu vachement de choses autour des STG, STMG. C'est drôle. Bon, pourquoi pas. En tout cas, moi, c'était bien passé. Et je pense qu'ils m'ont laissé passer pour cette raison-là. Mais si je continuais en général, à mon avis, ils m'auraient fait redoubler. Ouais. Mais c'est vraiment la grosse différence que j'ai sentie. Le niveau n'avait rien à voir. Ouais. Vraiment rien à voir. Et puis, ces cours de religion en plus qui ne m'intéressaient pas. Ok. Parce que tes parents ont catho. Non, moi, je suis pas dans une religion, je suis pas baptisée. Et mon père est catho et sa famille aussi de son côté, donc je connais quand même ça, mais ça m'intéressait pas, quoi. Okay. Et ça, c'était plus finalement le père qui pousse les enfants pour les études, l'école privée, plus que ta mère, ou en fait les deux quand même Ouais, ma mère avait quand même toujours le dernier mot, mais je pense que pour ça, elle écoutait beaucoup plus mon père, parce que ma mère a pas vraiment fait d'études, parce qu'elle a changé pas mal de fois, et ma mère... je crois qu'elle a qu'un CAP coiffure, si je dis pas de bêtises, parce qu'elle a été coiffeuse pendant un moment, et puis voilà, elle a switché. Puis après, c'est des formations au fur et à mesure, assistante maternelle, tout ça. Donc, elle tenait pas plus que ça, en fait, à ce qu'on fasse des études. Elle était contente pour nous, mais l'essentiel pour elle, c'était vraiment en fait, qu'on s'accomplisse et qu'on soit heureux. Mon père, pas vraiment, tu vois. Okay. C'est souvent comme ça. Souvent comme ça, ouais. Complètement. Un parent qui... assez light, enfin, il dit tant que mes enfants sont heureux, et l'autre vraiment en carrière. Exactement. Et l'autre, il veut pas en démordre. En plus, mes parents ont 11 ans d'écart, donc il y avait quand même un écart de génération. Et on le sentait, nous, même dans l'éducation, etc. Mon père, c'était vraiment la vieille école, puis ça allait toujours. Hein. Il a vraiment des pensées parfois qui sont lunaires. Et ma mère, elle se laissait un peu plus porter par le truc. Et franchement, si ça se passait bien, tant mieux. Mais voilà, elle s'en fichait, quoi. Et à cette époque-là, tu savais déjà vers quoi tu voulais aller, ce que tu voulais faire. Enfin, c'était quoi le plan de carrière ? Il y avait un plan de carrière dans ta tête quand tu as fait tes études ou pas ? Franchement, non. Alors, je savais que, en fait, quand je suis partie dans la branche technologique, donc je suis partie en STMG, option marketing, j'aimais déjà ce monde-là. J'aimais déjà le marketing, la communication, etc. Ah oui, d'accord. Mais je ne savais absolument pas quel métier précis je voulais faire. Je savais juste que tout ce côté-là, en fait, marketing, vente, me plaisait. Je voulais être en contact avec des clients d'une manière ou d'une autre. Mais franchement, j'avais aucune idée. Okay. Donc, ce qui fait que j'ai passé mon bac. Je suis partie en BTS. Tu l'as eu, du coup ? Ouais, je l'ai eu. Okay. Avec mention. Et ensuite, je suis partie en BTS et j'ai passé un BTS MUC, Management des unités commerciales. Ah, ça me parle, ça. Très classique, ouais. Franchement, c'est un des BTS les plus classiques et qui mène à vraiment rien du tout si tu ne te spécialises pas derrière. C'est vrai, hein, franchement. Et puis, moi, je me suis spécialisée, j'ai arrêté après ça. Et c'était dans la continuité, quoi. Enfin, c'était un peu plus orienté management, mais j'avais quand même des cours de gestion d'entreprise, etc. Enfin, gestion d'entreprise... Ouais, c'est vite dit, parce que c'était pas vraiment d'entreprise, c'était plutôt de la gestion d'entreprise de quelqu'un d'autre, surtout. C'était pas vraiment de la gestion d'entreprise, d'entrepreneuriat, etc. Pas du tout. Au contraire, c'est un BTS qui t'apprenait plus à être salarié qu'autre chose. Et... Tout ce qu'on fait à l'école, quoi. Ouais, beaucoup, mais je sais que maintenant, il y a des branches qui se sont ouvertes un petit peu plus orientées entrepreneuriat. Ouais, c'est vrai. Moi, à l'époque, alors je veux pas dire de bêtises, c'est une dizaine d'années, peut-être que ça existait, mais en tout cas, j'en ai pas eu... je sais pas. J'en ai pas eu l'écho. Et
Et c'est en BTS que j'ai commencé à... Il y avait ce truc où, après les stages que je faisais, je sentais une friction. En fait, ça me dérangeait d'avoir un gros point d'autorité au-dessus de moi, même si on a toujours une forme d'autorité au-dessus de nous. Mais là, c'était une autorité directe, tu vois, qui était toujours sur mon cul, en fait, toute la journée. Je travaillais en magasin parce que, en fait, c'était un peu ça, management des unités commerciales. T'es manager dans des grandes surfaces, dans des magasins, des points de vente, etc. Donc, moi, je travaillais dans la lingerie, beaucoup. Okay. Un monde très féminin que j'avais bien choisi. Mais ça me convenait. Enfin, ça me convenait pas. Non, ça me convenait pas, c'est certain. Mais je crois que c'était vraiment le fait d'avoir quelqu'un tout le temps au-dessus de moi qui me gonflait, en fait. J'avais l'impression de perdre complètement en liberté, même dans les idées que je proposais. Bon, t'es pas vu, t'es pas entendu. Alors, bien sûr, c'est pas toujours comme ça. Mais je sais pas, ça a commencé à venir réveiller quelque chose en moi de je suis pas sûre que je vais faire ça en fait. Le travail de manager, why not, mais pas dans ce cadre-là. Ouais. Donc. Et du coup, t'as fait BTS, mais il n'y avait pas cette envie de continuer à faire un master. Ben non, en fait, parce que c'est ton père voulait que. Ouais, en fait, à ce moment-là, au moment de mon BTS, justement, j'ai eu mon BTS à 19 ans. Et en fait, je parlais plus à mon père à ce moment-là. Okay. Mes parents venaient de divorcer 2 ans plus tôt. Okay. Donc, du coup, il n'avait plus trop son mot à dire, même s'il savait, parce qu'il avait appris par mon frère que du coup, je n'allais pas continuer les études et il n'était pas très content. J'ai pas continué parce qu'en fait, je ne voyais plus l'intérêt. Et surtout, même quand j'ai choisi mon BTS, finalement, je l'ai choisi aussi pour suivre mes copines. Vraiment, en toute honnêteté. Ouais. Parce que oui, la branche m'intéressait, mais en soi, je m'en fichais un petit peu. Et là, j'avais fait une demande, j'avais passé le concours pour aller à l'INSEC à Bordeaux, une école de commerce. Et en fait, je me suis jamais présentée en septembre parce que quand j'ai passé donc tous mes concours, etc., en juin, je me suis mise à travailler, rien à voir dans la restauration. Okay. Et vu que je gagnais un peu mes premiers salaires, j'ai pas eu envie de reprendre les cours. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, j'étais dans le manque. Voilà, vraiment dans le manque. Alors, quand j'étais étudiante, c'est le seul moment où j'ai vraiment été dans le manque par rapport à toute mon enfance. Parce que du coup, il n'y avait plus mon père, il n'y avait plus personne. Et du coup, personne ne me donnait d'argent. C'était ton père qui... Ouais, quand j'étais... C'était lui qui tenait un peu la maison. Tu vois, ma mère travaillait, mais c'était lui qui ramenait forcément plus d'argent à la maison. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a manqué de rien, qu'on partait en vacances. J'ai vraiment eu cette chance-là. Mais là, à partir de mes 18 ans, je me suis débrouillée toute seule. Ouais. Je suis partie, en fait. J'ai eu à peine 18 ans au mois d'août que 15 jours après, je suis partie. J'ai pris mon appartement, enfin mon studio, mon tout petit studio, à Bordeaux. Et je m'étais débrouillée pour faire les papiers de bourse parce que du coup, j'étais boursière au vu de ma situation. Et puis voilà, puis après, je touchais 221 € de la CAF exactement pour vivre. Donc, c'était compliqué. Il y avait plein de moments où je ne mangeais pas parce que je ne pouvais pas. Et... C'est chaud quand même, la vie d'étudiant. Ouais, mais ça, moi, j'avais trop honte, donc je ne le disais pas. Ouais. Je le disais pas, mais mes potes me charriaient un peu parce que quand ils venaient à mon studio, ils me disaient putain, mais il n'y a jamais rien dans ton frigo. Et j'étais là, j'en rigolais un peu. J'étais là, ouais, je sais, il faut que j'aille faire les courses et tout. En vrai, je les faisais. Enfin voilà. Il y avait vraiment des moments où des soirs, je ne mangeais pas parce que je ne pouvais pas. Et vu que j'étais étudiante, je n'avais pas le droit au découvert avec ma banque. Enfin, c'était n'importe quoi. Et ouais, c'était vraiment n'importe quoi. Et le pire, c'est que moi, j'ai eu un peu le même cas. Ma cousine, pareil. Je me dis, putain, mais en fait, quand t'es étudiante, tu galères de ouf. Ouais, franchement, quoi. T'es vraiment pas aidé du tout. Exactement. Ouais, t'es vraiment dans ta merde. Ouais, c'est ouf. C'est vraiment ça. Ouais. Ah ouais. Et donc, l'été, je travaillais comme tous les étudiants, tu vois, et ça me permettait de faire un peu plus d'argent. Puis après, j'essayais de le lisser sur l'année, mais compliqué, ouais. Et c'est pour ça que je pense que quand j'ai goûté un peu à l'argent, si je puis dire, juste après le BTS et que je me faisais des vrais salaires, parce que je suis partie faire des saisons d'été en tant que bartender et tout, là, c'était ma vie un peu de débandade. À partir de 20 ans. Ouais, franchement, c'était cool. Franchement, c'était cool. Mais c'était la débandade complet. Et j'ai fait les saisons d'été. Et les saisons étaient quand même bien payées parce que j'étais logée, nourrie, blanchie. Et je touchais 2500 €. Donc, en fait, j'avais rien à payer à côté, tu vois. Et plus les tips. Et à l'époque, moi, je fumais. Donc, les tips me servaient à, voilà, pour mes cigarettes, tout ça. Donc, en vrai, je pouvais que coffrer. Ouais. Donc, du coup, je me suis dit, en 3 mois d'été, j'avais bien coffré, tu vois. Et je me suis dit, ah ouais, il y a quand même... c'est pas mal. C'est pas mal. Je me retrouve avec 5-6 000 € sur mon compte. Enfin, pour moi, c'était incroyable, tu vois. Clairement. Donc, j'avais pas envie d'en reprendre. Donc, j'ai pas repris. Et j'ai fait... j'ai enchaîné les saisons comme ça. Première saison d'été. Je suis partie ensuite en saison d'hiver pendant quelques mois dans les Alpes. Puis, je suis revenue. Re-saison d'été. Tu faisais quoi comme j'étais bartender. Alors, dans les Alpes, dans un resto.
dans un restaurant en bord de piste. Okay. Donc, bartender plutôt de journée, moins fête. Enfin, après, j'ai switché parce que du coup, je suis partie. Mauvaise expérience avec un patron. Il y a beaucoup d'exploitation aussi. Hein. Beaucoup d'exploitation dans ces milieux-là. Ben, tu sais, t'es jeune, donc en fait, vu que les patrons, c'est un peu des vieux de la vieille, ben, ils t'exploitent énormément, ils te payent pas énormément. Ouais. Moi, j'avais 20 ans, je me laissais faire de ouf. Et du coup, c'est arrivé que j'ai eu des petites mésaventures. Donc, j'ai rebondi, je suis repartie dans un autre endroit dans les Alpes. Et là, j'étais plus dans le monde de la nuit. Ça m'a pas forcément plu, mais bon, c'était encore mieux payé. Donc là, j'étais vraiment boîte, mais boîte de nuit de saison, tu vois. Donc, c'est que des touristes, des saisonniers, donc ça reste cool. Puis voilà. Puis après, je suis revenue près de chez moi, parce que je faisais les saisons d'été près de chez moi, vers Bordeaux, Lacanau, tout ça. Et là, pareil, j'étais un peu dans le monde de la nuit. C'était un bar, donc ça finissait à 2-3 heures, tu vois. Et en vrai, c'est trop cool. Enfin, moi, j'ai eu des trop bons souvenirs. Ouais. C'est juste que sur du long terme, c'est pas une vie pour moi, tu vois. Forcément. Mais quand t'es jeune, j'imagine que quand t'es jeune, c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. Mais bon, il y en a qui restent toute une vie. Je dis pas, tu vois. Malheureusement, je vois encore des têtes qui sont encore là, tu vois. Ça, c'est chaud. Ça, c'est chaud. Même, ouais. Tu vois, moi, des fois, je reviens dans ma ville d'enfance. Ouais. Et je vais revoir les personnes qui avaient il y a 20 ans. Mais ouais. Ils sont au même endroit. C'est ça. Ils sont en train de fumer de la bœuf. Ouais, c'est un peu horrible. C'est chaud, les gars. Ouais, c'est vrai que tu prends un peu une claque. Ben, moi, ça me fait un peu le même effet. Je me dis, waouh, j'ai l'impression d'avoir vécu 1000 vies et de revenir et en fait que la leur n'est pas vraiment changée. C'est ouf. Ouais, bah écoute, c'est comme ça. Hein. Oui. Donc. S'ils sont heureux, tant mieux, mais bon. C'est clair. C'est trop bizarre, quoi. Puis, ouais, c'est ça. Hein. Puis après, ça a été ma dernière saison d'été. Et je suis partie à l'étranger ensuite. Et c'est là que tu pars au Canada, c'est ça? Australie d'abord. Australie. Ouais, 21 ans, Australie. Pourquoi, du coup? Tu t'es dit, je pars. Ouais, en fait, si tu veux, lors de ma première saison, justement, donc il y a une dizaine d'années, je rencontre l'une de mes meilleures amies, Faustine, et même vibe que moi. Sauf qu'elle avait redoublé une année, donc il lui restait encore 1 an de BTS pendant que moi, j'ai continué à faire mes saisons d'hiver, etc. On a refait la 2e saison d'été ensemble, année 2015, un truc comme ça, je crois, 2015 ou 2016. Et on s'était dit, lors d'une conversation, une soirée un peu arrosée, on s'est dit, vas-y, viens, l'an prochain, on se barre en Australie, toutes les deux et tout. En fait, finalement, on se dit ça lors de la première saison. Moi, ça reste dans ma tête. Pendant que je fais ma saison d'hiver, on se recontacte, on continue de se parler, tout ça. Et je lui dis, tu te souviens ce qu'on s'était dit? Moi, ça me branche toujours. Alors, je sais pas si tu le pensais parce que tu étais bourré ou pas, mais vraiment, moi, j'ai trop envie de partir. Elle me dit, non, mais moi, pareil, j'ai trop envie de partir. Je termine mon année de BTS. On peut se refaire une saison comme ça, on se fait des sous et on part, tu vois. Et au final, ça s'est vraiment passé comme ça. Okay. Et je savais pas trop à quoi m'attendre parce que, tu sais, on a tous eu, je pense, cette conversation avec un pote qui nous dit, ouais, viens, on part et qui fait rien, tu vois. Enfin, moi, je l'avais eu. Et en vrai, les gens pas fiables, ça me saoulait. J'étais arrivée à un moment de ma vie où j'en avais marre. Et j'avais vraiment eu plein de conversations comme ça. Et du coup, là, vu qu'on se connaissait pas depuis longtemps, je me suis dit, ouais, ça se trouve, elle va me planter, etc. Donc, moi, je m'étais quand même mis en tête que dans tous les cas, je partirais, même si elle venait pas avec moi. Et elle s'était dit la même chose de son côté. Okay. Donc, on fait notre saison d'été. Et en fait, au final, les choses ont commencé à se dessiner. Et après la saison, en septembre, on est parti là en novembre. Ouais. On est parti 1 an en Australie, toutes les deux. Ok. Juste pour plein de trucs. En vrai, faut partir quand même avec un peu d'argent, j'imagine. Ouais, exactement. Moi, j'avais pu bien coffrer en réalité avec mes saisons d'hiver et saisons d'été. Elle, un petit peu moins. Donc, à un moment donné, on a vécu un peu sur mes sous en Australie parce que c'était compliqué. Mais ouais, c'était surtout pour. Moi, c'était beaucoup pour c'était une fuite, hein, en réalité, beaucoup. Parce que c'était encore une fois une époque où voilà, je parlais plus à mon père et puis j'en souffrais beaucoup. Ouais. Donc, j'avais envie de me trouver d'une autre manière et puis je pense aussi de prouver énormément, de prouver à mon père que j'étais capable et puis de partir. Évidemment, j'aurais pu partir en Angleterre pour apprendre l'anglais, mais j'ai choisi le pays le plus loin. C'est clair. Parce que moi, j'avais donné ça comme excuse à tout le monde. Je disais, ouais, je veux apprendre l'anglais. Tout le monde me disait, pourquoi tu pars pas à Londres? Puis je savais jamais trop quoi répondre. Je disais, je sais pas, parce que j'ai envie de voyager aussi, de faire autre chose. Puis l'Australie, c'était pas autant en vogue qu'aujourd'hui, mais ça commençait déjà bien à monter. Ouais. Et ouais, voilà, c'était pour travailler, voyager, kiffer. Ouais. Ça t'a appris quoi, du coup, l'Australie? C'était ton premier voyage comme ça? C'était mon premier gros voyage, seul, effectivement, enfin avec ma pote. Et t'as appris sur toi? Ouais, forcément. 1 an de voyage. Ouais, forcément, énormément. Sur 1 an de voyage, on a fait 3 mois de road trip où on s'était acheté un van. Il y avait que moi qui avait le permis, donc du coup, c'était bien challengeant parce que l'Australie, c'est grand, quoi. Enfin, ça fait la taille de l'Europe, donc franchement, les distances, c'est pas les mêmes.
Mais c'est sympa, c'est cool. Et ça m'a appris aussi à rebondir lors de galères, parce qu'on a eu... Enfin, t'as forcément des galères quand t'es à l'étranger, il faut juste savoir comment les gérer, mais t'en as tout le temps. Mais avec du recul, ça, je le savais pas à l'époque, parce que moi, c'était mon premier gros voyage, mais maintenant, après 8-9 ans de voyage, tu sais que tu vas avoir des galères. Crever en plein milieu d'un désert, ne pas savoir changer une roue, c'est le genre de truc qui nous est arrivé où on s'était dit on va mourir ici quoi. Mais c'est cool. Après avec du recul t'en rigoles, puis justement ça te développe une espèce de résilience aussi, tu vois. Parce que sur le moment tu paniques, et c'est comment tu vas gérer cette panique là. Puis mine de rien, t'es H24 avec l'autre, donc t'as intérêt de bien t'entendre avec, parce que c'est bien beau d'être pote dans la vie, mais de partir en voyage et de vivre dans un tout petit... Enfin, parce que voilà, un van, je te fais pas de dessin, mais c'est hyper serré. Enfin, faut pouvoir supporter l'autre aussi, tu vois. C'est risqué, hein. C'est très risqué, vraiment. Si c'est pas la bonne personne. Ouais, exactement. Chaud. Surtout qu'en plus, sur notre chemin, on croisait d'autres backpackers, etc. aussi, tu vois, d'autres personnes qui voyageaient. Et on croisait pas que des bons exemples, tu vois. On croisait des couples qui s'étaient séparés. Donc, on en croisait un des deux. On croisait des nanas aussi qui étaient arrivées ensemble et qui s'étaient séparées. Donc, nous, du coup, on était là, genre, j'espère que ça va le faire, tu vois. Ouais. En vrai, ça l'a fait. On a vraiment eu de la chance. Enfin, je sais pas. En tout cas, on s'en est sortis. Et ouais, ça a commencé à... En fait, c'est pas là où j'ai découvert un peu le développement personnel, mais j'ai commencé à me poser des questions un peu sur ma vie ou sur ce que je voulais, tu vois. Parce que, pareil, j'étais bartender, donc je travaillais dans un bar à Sydney. C'était plus un bar de journée, enfin, ça fermait pas très tard. Mais je commençais à vouloir ouvrir mon propre resto. Tu vois, au début, au début, moi, c'était plus dans ce domaine-là où je me disais, bon, j'ai envie d'entreprendre, d'avoir mon propre concept. Et du coup, j'étais partie dans un délire de, je vais faire plein de pays, je vais aller regarder un peu les concepts à droite à gauche, ce qui se fait, etc. Puis je rapporterai ça en France avec un mix de tout ce que j'aurais pu voir, des techniques même de management, comment ils font, etc. pour se gérer. J'étais partie dans cette idée-là. Et puis, en fait, je sais pas, en Australie, alors c'est pas que ça s'est pas bien passé, mais il y a un turnover de malades et les situations sont... Les contrats sont précaires quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de CDI, etc. et t'es pas protégé en fait par ton contrat. Du coup, moi, j'ai eu du mal à faire face à ça parce qu'on s'est fait virer du jour au lendemain sans raison, tu vois. Et tu sais, toi, en tant que Français, t'as besoin d'avoir une raison. Tu comprends pas, mais eux, ils sont pas... Enfin, il n'y a pas de raison. C'est juste on a besoin de changer l'équipe et moi, du coup, je l'avais vachement mal pris. Ce qui m'a quand même pas traumatisée, mais je me suis dit, grosse injustice. J'ai tout donné pour ce resto, on se donnait à fond parce que nous, on avait vraiment besoin d'argent. Du coup, on demandait tout le temps à ce qu'ils gonflent nos heures. Là-bas, t'es payé à la semaine. Donc, du coup, d'une semaine sur l'autre, on leur demandait tout le temps gonfler nos heures parce que nous, on va revoyager par la suite. Et l'Australie, c'est très cher. Très cher. C'est cher. Ouais, c'est vraiment cher. Donc, on savait que pour tout ce qu'il fallait qu'on fasse après, il fallait qu'on coffre un petit peu d'argent. Et en fait, voilà, du jour au lendemain, on a été virés. Ce qui nous a fait atterrir à Bali, du coup. Ah ouais? Il y a 8 ans. T'as fait Australie-Bali directement? Ouais. Avec ta copine Faustine? Ouais, exactement. Ah ouais, donc t'as découvert Bali super tôt. Ouais, exactement. Ouais, c'était vraiment différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Ah ouais. En fait, on savait pas quoi faire. Et vu qu'on s'est fait virer et qu'on avait Déjà, on avait galéré à trouver ce travail-là, parce qu'il faut savoir que quand je suis arrivée, moi, je parlais pas bien anglais. Je pensais que je parlais bien, ma pote pareil, puis on s'était dit, ouais, on a un niveau BTS, ça le fait. En fait, rien du tout. Niveau BTS, il sort à rien. J'avais 21. Ah ouais, d'accord. J'avais 21 ans. Et en fait, on s'est bien rendu compte que notre niveau d'anglais ne servait à rien, surtout que les Australiens, ils ont vraiment leur accent et leur patois aussi, finalement, tu vois, parce qu'ils ont vraiment des mots que toi, tu n'apprends pas à l'école, puisque tu apprends un anglais qui est soit un peu plus américain, soit plus UK. Une vraie galère. Donc, on a travaillé aussi dans les fermes pour se faire un peu à l'anglais. Je travaillais dans les fermes de cerises, voilà, je ramassais des cerises. On se faisait vraiment exploiter, on était vraiment des esclaves, mais c'était terrible. Finalement, toi qui aimais pas l'autorité, finalement, tu te retrouves à... Exactement, ouais, mais en vrai, pas le choix. On se retrouve avec d'autres expats, beaucoup de Chinois aussi, parce qu'apparemment, en fait, il y a beaucoup de Chinois en Australie, parce qu'eux, ils travaillent déjà dans les fermes en Chine, sauf que c'est très, très mal payé. Ce qui fait qu'ils arrivaient en Australie ou en Nouvelle-Zélande, c'est mieux payé, même si moi je trouvais que c'était pas assez payé, mais c'est mieux payé que ce qu'ils avaient. Et ils arrivaient, ils étaient super équipés, ils allaient trop, trop vite. Et en fait, t'es payé un peu à la perf. Au rendement. Ouais, c'est ça, exactement. À la perf, de combien de kilos de cerises t'auras ramassé en temps d'heure et tout. Et moi, j'étais choquée de tout ce qu'ils faisaient, c'était incroyable. Et nous, on était là, genre, avec nos pauvres paniers. Enfin, t'as pas l'habitude, tu vois.
Donc voilà, on rigolait parce qu'on était ridicules. Et on a travaillé donc sur le terrain et ensuite en ce qu'on appelle du packing dans une usine de cerises, où tu avais plusieurs cerises qui passaient sur 3 rangs différents. Il y avait les pas bonnes du tout, les on sait pas et les très bonnes. Et puis on faisait ça pendant 8 heures. 8 heures, puis tu avais genre 1 heure de pause à peine. Comme les vendanges en France au final. Ouais, ça doit être ça. Alors, j'ai jamais fait les vendanges, mais ça doit être quelque chose comme ça. Mais par contre, les fermiers australiens, ils rigolent vraiment pas. Et après, on est parti. On n'a pas fait ça longtemps du tout. On a fait ça 1 mois. Okay. 1 mois. Et t'as enchaîné les petits boulots. Ouais, c'est ça. Mais ça nous a permis de nous améliorer en anglais parce que du coup, on était entourés que d'anglophones. Même, on logeait tous dans un endroit où c'était sympa. Ça faisait un peu colonie, tu vois. On avait tous nos vannes et tout, machin. On se retrouvait le soir autour d'un feu, machin, avec des Allemands, tu vois, plein de personnes qui venaient de différents horizons. Donc, forcément, ça faisait travailler notre anglais. Et c'était aussi pour ça qu'on y était. Ça doit t'ouvrir l'esprit de ouf aussi jeune. Complètement. Ah ouais, complètement. Je dis, mais putain, par rapport à la France. Exactement. Ah ouais, complètement. Mais moi, c'est exactement ce dont j'avais besoin aussi. Hein. Puis de prendre aussi en maturité, puisque t'es face à toi-même, tu vois. Puis t'as pas... S'il se passe quelque chose, papa, maman ne sont pas là. Alors, moi, papa, maman étaient déjà plus beaucoup là, tu vois, depuis mes 18 ans. Et c'était pareil pour ma pote. Mais quand même, tu vois, genre vraiment, tu peux compter que sur toi-même ou que sur ta pote. Donc, c'est un bel apprentissage. Et ensuite, on est revenu sur Sydney, une fois qu'on avait appris un peu mieux l'anglais. On a galéré un peu à trouver un taf, et c'est le fameux taf dont on s'est fait virer. Okay. Et c'est là, après, qu'on s'est dit, bon, est-ce qu'on retrouve un taf ? Il nous restait encore quelques mois sur notre visa, et on était saoulés. En vrai, on n'avait plus envie. Okay. Franchement, on avait tellement galéré qu'on s'est dit, bon, on va pas rentrer maintenant en France. Tu sais, on se sentait un peu en défaite. On s'est dit, non, c'est la honte, on va pas rentrer maintenant en France, etc. Donc, on s'est dit, bon, on avait bien coffré. On avait coffré pas mal d'argent parce que, mine de rien, l'Australie est chère, mais tu peux gagner bien. Enfin, nous, vu qu'on faisait beaucoup d'heures, on avait vraiment bien gagné. Puis, on était en coloc aussi. Donc, du coup, on partageait la chambre. Puis après, tu avais des Espagnols. Enfin, voilà, il y avait 5-6 personnes dans la coloc, ce qui fait qu'on payait moins cher. Et c'est là qu'on s'est dit, en fait, on a regardé de façon cliché le globe. Et on s'est dit, on va où ? Et Bali, pas loin. Plus proche, quoi. Exactement. Pas loin. Franchement, pas loin. Et pas cher, surtout. Donc, on s'est dit, au moins, on aura de quoi faire, on pourra tenir. Et ouais, effectivement, on est resté 3 mois à Bali, en tenant sur nos économies. Et après, on s'est séparés à Bali, puisqu'elle, entre-temps, elle avait rencontré un Australien. Moi, je voulais pas tenir la chandelle. L'Australien est venu la rejoindre, Jack. Et je les ai laissés. Et t'es rentrée en France ? Eh ben, ouais, en fait, je suis restée à Bali 3 mois. Ensuite, je suis partie en Tunisie. Rien à voir. J'ai passé 3 semaines ou presque 1 mois là-bas, toute seule, pareil. Ouais. Je sais pas pourquoi. Voilà, à Tunis, je me suis fait des potes. Bon, j'ai eu quelques mésaventures. Je me suis fait voler mon téléphone et tout. Ouais. J'avais plus rien, sauf qu'en fait, ma mère, elle savait même pas que j'étais à Tunis. Et ça aurait pu être très dangereux pour moi, en vrai, franchement. Ouais, c'est avec du recul que je me dis, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je voulais lui faire la surprise, en fait. Et si je lui disais que j'étais à Tunis, elle allait savoir que je me rapprochais de l'Europe et elle savait que j'allais rentrer. Okay. Donc du coup, vol à l'arraché dans la rue, plus de téléphone, plus rien. Franchement, il aurait pu m'arriver n'importe quoi. J'avais rien. Surtout qu'en plus, moi, je voyageais en sac à dos. Donc j'avais plus de valises, etc. J'avais vraiment que mon sac à dos. Et j'étais qu'est-ce que je vais faire, tu vois ? Donc j'ai un peu galéré. Et voilà. Et après, dans mon périple, j'ai fait ça. Et c'était bientôt mon anniversaire parce que je suis née en août. Donc, j'ai rejoint des potes entre-temps à Majorque. Et après, je suis rentrée en France. Ah oui. T'avais vraiment pas envie de rentrer en France ? J'avais pas envie. Non, franchement, j'ai fait exactement. J'ai fait que des détours. Tu évites la France. N'importe quoi, parce qu'en fait, je reviens sur ce que tu disais avant. Tu disais que pour toi, c'était une fuite de partir. Complètement. Et ça me parle un peu parce que j'ai l'impression, même encore maintenant, de ressentir ça, de me dire... Enfin, quand je vais à Bali, par exemple... J'ai l'impression que je me libère de toutes mes chaînes, de toutes les responsabilités que j'ai en France, et comme si c'était une fuite, tu vois. Ouais, je comprends. T'as réussi à résoudre ce truc-là avec le temps Je pense que oui, parce que maintenant, c'est certain que moi, je me sens mieux à l'étranger, et donc ça pourrait être perçu comme une fuite de si tu te sens mieux à l'étranger, c'est que tu fais quelque chose en France. Ouais. Mais en fait, je le fais pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'à l'époque, vraiment, comme je te dis, si je suis honnête avec moi-même, je savais exactement ce que je fuyais. Là, quand je pars, alors c'est une forme de fuite, hein, c'est clair. Mais je ne fuis pas quelque chose en particulier, tu vois. Je fuis un espèce de tout, un espèce d'environnement qui ne me convient pas. Mais là, à l'époque, c'est que je fuyais mes responsabilités, je fuyais le fait que, avec mon papa, ça ne se passait pas bien, etc. Et donc, j'avais des responsabilités, en fait, par rapport à ça. Donc, c'était surtout une question de responsabilité. Là, je n'ai pas la sensation de fuir mes responsabilités, parce que quand je pars d'ici, tout est bouclé, tu vois. Donc, il n'y a pas de dossiers encore ouverts où je garde dans le coin et je me dis, oh là là, il y a ça en France.
Franchement, absolument pas. C'est juste que c'est un environnement qui, là, à l'heure actuelle, me convient pas. Et ça a le temps de changer, tu vois. Je dis pas, hein, ça se trouve, dans 10 ans, je reviendrai, je serai super contente. Là, pour le moment, c'est pas là où j'ai envie d'évoluer, ni dans un environnement social comme ça, ni dans un environnement tout court, en fait. Donc... Moi, c'est un poids, en fait. Tu vois, c'est pas tant que j'ai des comme tu as dit, même si tout est bouclé, c'est un poids. Je sais pas pourquoi. Ouais, je peux comprendre. La France, c'est un poids. Il y a une forme de lourdeur, je suis assez d'accord. Et puis même, je sais pas, je pense que tu le ressens aussi. Enfin, c'est un tout, hein, tu vois. Tu le ressens. Quand tu discutes avec les gens, la pseudo-gentillesse des gens, parce que les gens sont pas tous gentils ici. Tu sais, quand tu vas à l'étranger, tu as l'impression que tout le monde est super friendly et tout. C'est vrai. Ce qui est un peu le cas aussi, hein, on va pas se mentir. Et du coup, ouais. C'est toi qui as beaucoup voyagé. Est-ce que... il y a vraiment un problème en France ou sur le mindset des gens? J'ai l'impression que tout fonctionne mieux ailleurs. Tout est plus fluide, tout est... C'est vrai que... en fait, je pense que dans notre milieu, sûrement, maintenant, c'est vrai que tout n'est pas toujours plus vert ailleurs quand même. Ouais. Parce qu'après, du coup, j'ai fait le Canada aussi, qui était aussi super chouette. Et en fait, dans la vibe entrepreneuriale dans laquelle on est, je pense que oui, en France, on a encore un petit peu de retard sur ça parce que c'est pas un système qui, à mon sens, est adapté pour les entrepreneurs. On le voit, c'est simple, tu vas à la banque, tu essaies de faire un prêt, tu es entrepreneur depuis 1 an ou 2, tu vas te faire emballer, on va te dire, non, en fait, il te faut 3 ans de bilan comptable et encore, il faut que tes bilans comptables ils soient vraiment bons pour qu'on puisse te faire un prêt, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup plus de barrières. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon, je sais pas, mais en tout cas, dans d'autres pays, c'est bien plus simple et le système entrepreneurial est bien plus compris et ouais, il est bien plus compris, mis en avant et respecté que ici où on te met un peu des bâtons dans les roues. C'est clair. Enfin, là, je cherche un appart, c'est une galère. Voilà, on est dans le même cas de figure. Nous, à chaque fois qu'on revient en France, c'est une vraie galère aussi. Nous, on loue des Airbnb parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Tu vois. Et ça coûte une blinde. C'est n'importe quoi. Nous, surtout quand on reste 4-5 mois, c'est absolument n'importe quoi. C'est des loyers à 3000 balles, quoi. Ça n'a aucun sens. Hein. Mais en fait, personne ne veut nous prêter. Mais c'est abusé. C'est ça, personne. C'est un délire. Et quand tu veux louer un appart, là, sur Paris, allez, on va dire un appart à 2000-2500 €, ils te demandent... Ok, les 3 ans de bilan comptable, mais il faut que tu fasses du profit de ouf, quoi. Exactement, tu vois, mais bien sûr. C'est abusé. Je me dis, bon, c'est vrai que je peux pas comparer, mais tu vas en Indonésie, tu as de la thune, tu payes. Exactement. C'est ça. C'est simple. Exactement. Simple, c'est un peu pareil partout. Australie, c'est pareil. Canada, c'est pareil. Si l'appartement, il te plaît, tu as la thune, tu payes, il est à toi. Ça me paraît logique. Il n'y a pas vraiment de. Ouais. Enfin, en fait, il y a une partie de moi qui comprend parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup plus de risques, par exemple, pour les loueurs en France qui ont peut-être. Je sais pas, je sais qu'il y a des assurances qui existent, mais je crois qu'il y a moins d'assurances. Tu vois, par exemple, au Canada, coûte que coûte, ce que moi, en tout cas, mon proprio m'avait expliqué, c'est que si on paye pas, coûte que coûte, il y a une assurance qui prend en charge. Donc, ils s'en tapent. Ah, ok. Tu vois, en France, je pense qu'il doit y avoir des assurances, mais qui doivent fonctionner différemment, qui doivent être plus chères. Eux, je crois que c'est comme si c'était un peu compris. Enfin, il y a vraiment ce truc où... Et c'est comme ça pour tous les loueurs, ce qui fait que... Aux États-Unis, c'est par exemple, s'ils payent pas, tu dégages. Tu vois, c'est simple. Oui, bien sûr. Oui. Et en France, ils sont trop protégés, tu vois. Non, si tu payes pas, tu restes quand même. Pendant les mois d'hiver, tu peux pas faire quitter ton... Ouais, je sais pas. C'est dur, mais en même temps... J'ai eu des locataires, parce que j'ai été propriétaire d'un appart, bref, que j'ai vendu il y a quelques années. Et oui, c'est aussi... En fait, c'est délicat, parce que du coup, j'ai eu les deux positions. Ouais. Et moi, j'avais des très mauvais locataires, très mauvais payeurs, et qui ont eu même des fois des mois, c'était dans la région parisienne, là, des mois de retard. Il y en a même qui n'ont jamais payé les mois qui me devaient, tu vois. Et tu ne peux pas les virer. Ils sont trop protégés. Tu ne peux pas les virer. C'est incroyable. Même si quelqu'un, t'as ton appart qui est laissé à l'abandon et des squatteurs décident d'y rester, tu ne peux rien faire. Donc, il y a une partie de moi qui comprend aussi les proprios qui mettent autant de barrières. Mais c'est vrai que du coup, l'un dans l'autre, c'est compliqué. Ça rend tout super compliqué, tu vois. Mais c'est parce que les règles sont connes. Enfin, c'est que du coup, tu peux pas virer les gens s'ils payent pas. Complètement. Donc... Mais bon, la France, des fois, il y a plein de trucs trop compliqués pour rien. C'est ça. Et à la fois, il y a aussi de super choses. C'est pour ça que moi, j'aime pas cracher sur la France non plus, parce que ne jamais dire jamais. Et je pense que j'y reviendrai sur moi-même pour mes vieux jours, j'en sais rien. Il y a des choses qui sont super aussi. En réalité, bon, on paye beaucoup de charges, etc. Mais on a un système de santé qui est incroyable aussi, tu vois. Tu trouves franchement, ouais, moi, je trouve. Enfin, par rapport je trouve que c'est éclaté maintenant. Ah ouais? Ouais. Alors, maintenant, je sais pas. Alors, c'est clair. Mais moi, par rapport à l'Australie ou au Canada, tu vois, bon, même Bali finalement, parce qu'il faut avoir des assurances privées, tout ça, mais
Je sais pas. Moi, je trouve quand même que ça reste encore pas mal. Tu vois. Okay. Ça reste encore pas mal. Maintenant, à voir comment ça va évoluer. Mais Moi, tu me diras que si vous revenez pendant 1 an ou 2 ans pour trouver pour avoir des rendez-vous avec des spécialistes. C'est super long, oui, quoi. Mais ça, oui, dépendamment. Ouais. C'est une galère. Bah, il y a de moins en moins de médecins. Ouais. C'est un vrai problème, c'est vrai. C'est grave, je trouve. Ouais, de ce niveau-là, c'est vrai. Mais en termes de prise en charge, en réalité, parce que franchement, on peut dire ce qu'on veut, mais quand même, on a une belle prise en charge, tu vois. Oui, non, c'est vrai. Financière, je parle. Tu vas aux US et tout, c'est la merde. C'est la merde. Ouais, clairement. Mais à Bali, je crois en Indonésie. Mais c'est très cher aussi. Hein. Ouais. Si t'as pas, il faut avoir des assurances, etc. Voilà, exactement. Mais c'est très cher aussi. J'avais rencontré un type qui s'était cassé le bras ou je sais plus quoi. Ouais. Et en fait, ils lui ont dit tu payes d'abord 10 000 balles. Exactement. Un truc comme ça. Et après, on te soigne. Exactement. Bah, le mec, son os, il était sorti ça. Et tout. Ouais, c'est ça le problème. Ouais, c'est exactement ça. C'est le cas de figure. Et t'as même parfois des cas où, quand c'est trop grave, ils t'envoient à Singapour. Donc, va voyager ou faire un truc c'est compliqué. Hein. Donc, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. En réalité, pas toujours, tu vois. Donc, même Bali a ses mauvais côtés. Mais il faut juste savoir dans quoi on s'engage, pour moi, tu vois. Voilà, et être prêt. C'est ça. Je dois mesurer mes propos sur la France parfois. Ouais, non, parce que tu sais, c'est pas que j'ai une haine, mais des fois, c'est tellement un poids que je me dis. En vrai, je comprends parce que j'ai vraiment ressenti ça aussi, mais j'ai appris à l'apaiser en fait. Ouais. Mais quand je suis rentrée d'Australie et même du Canada, j'étais en colère contre la France de fou. Ah ouais? Ouais, vraiment. Je savais pas trop expliquer pourquoi, mais. Rapidement, au Canada, t'es parti juste. C'était à Montréal, c'est ça? C'était pour faire travailler aussi. Et ouais, c'est ça. Je travaillais aussi. Je suis restée 2 ans là-bas. J'étais assistante chargée de projet. Parce que j'avais 2 ans quand même. Ouais, 2 ans. Ouais. Les Français ont droit à 2 ans et c'était le visa PVT là. Ouais. Et ouais, voilà. Mais je travaillais plus du tout dans la restauration parce que ça y est, j'avais eu un déclic en France qui s'était très très mal passé. Du coup, j'avais arrêté. Et c'est au Canada que je me suis lancée en tant qu'entrepreneur. Et je pense que du coup, la haine est montée encore plus quand je suis rentrée du Canada, juste avant le Covid. Parce que du coup, c'est là que j'ai vu en fait les limites du système français dans l'entrepreneuriat. Quoi. Et c'est au Canada que tu te lances dans l'entrepreneuriat. Ouais. Et tu fais du MLM au tout début, c'est ça? Exactement. Ouais, c'est exactement ça. Tu avais dit un truc dans le podcast de Nico, Osez by Nico. Ouais. Enfin, c'est dans celui-là. Je sais plus. Tu as dit, franchement, au départ, j'avais pas de morale. Ouais. Complètement. Pour faire de la thune. Exactement. Ouais. Franchement. Je me suis trop reconnue dans ça. Ouais, franchement, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à assumer. Mais comme on disait avant ce podcast, en fait, maintenant, j'assume. Enfin, je m'en fiche, tu vois, parce que ça a fait partie de moi. Et c'est vraiment comme ça que je pensais. Je pense que ça venait aussi beaucoup résonner à, comme je te disais, toutes ces années où j'ai manqué. Que du coup, j'avais un point de focalisation sur l'argent énorme. Ouais. Et rage, quoi. Ouais, vraiment. Où je me disais une vengeance, en fait, de je vais vraiment gagner ma thune et je m'en fiche de comment je le ferai. Et c'est après qu'une fois que j'étais dedans, je me suis dit, non, attends, ça peut pas fonctionner comme ça. Ouais. Et donc, le MLM, je suis rentrée assez facilement. Je me suis laissée convaincre très facilement. Et j'ai fait 8 mois de ça. Et c'est après que je me suis dit, alors, attention, s'il y a des gens qui font du MLM, vous faites bien ce que vous voulez. Encore une fois, moi, je parle vraiment de mon expérience. Mais moi, je me reconnaissais pas dedans. Je me reconnaissais pas dans les valeurs. Et c'est pour ça que pour moi, nos valeurs fondamentales, elles finissent toujours à un moment donné par ressortir. Et c'est bien que tu aies réussi, tu vois, parce que quand tu as réussi à remarquer ça. Ouais. Tu vois, tu dis, j'ai pas de morale, moi, c'est l'argent avant complètement. tout. Ouais, complètement. Et t'as pas suivi la voie, genre ultra toxique. Complètement. Et en plus, j'aurais pu aussi me laisser avoir un peu par l'appât du gain parce que quand j'ai quitté le MLM, je faisais entre 5 et 7 000 euros de récurrent parce que tu sais, tu construis une équipe. Et j'avais peut-être 200 personnes sous moi. L'équipe s'était bien construite, ouais. Et alors, c'était pas moi qui les avais fait toutes rentrer parce que tu sais, après, système pyramidal, quoi. Ouais. Désolée. Mais du coup, les personnes, elles travaillent aussi à construire leur propre équipe, mais tout rentre sous toi. Ce qui fait que toi, tu passes des steps, des barrières, des échelons. Et moi, j'étais arrivée à l'échelon entre 5 et 7 000 $. Tu vois, c'est en dollars. C'est beaucoup. Hein. Franchement, oui. Enfin, pour quelqu'un qui n'a jamais eu d'argent. Et même, de base, oui, c'est beaucoup. Et en vrai, on se dit souvent, même avant de commencer l'entrepreneuriat, que il me faudrait 50 000, 60 000, 100 000 euros par mois. En vrai, non. Des fois, juste 2-3 000, ça change ta vie. Moi, ça a changé ma vie. Mais genre, vraiment. C'était 5-7 000, mais avant, je sais pas si des steps. Changer ta vie dans quel sens, tu veux dire? En fait, ça a changé ma façon de percevoir les choses. Ça a changé... mine de rien, l'argent a changé pas mal de choses parce que ça m'a redonné quelque part confiance en moi. C'est un peu horrible de dire ça, mais c'est le fait de... Bon, il y avait aussi un gros rapport à mon père, mais je suis capable.
Je suis capable de faire ça. C'est dingue. Genre, je peux faire de l'argent. On peut faire de l'argent sur Internet. Enfin, tu vois, je te parle de ça, c'était en 2018, tu vois. Et oui, il y en avait qui étaient déjà lancés, mais il y avait quasiment pas de formation dans le monde francophone. Hein. Le monde anglophone, ils étaient déjà bien avancés, on le sait, mais dans le monde francophone, le monde des formations, c'était pas encore très développé. Instagram, oui, c'était là, mais on n'en faisait pas autant un business. Tu vois, les entreprises n'avaient pas autant débarqué que maintenant. Enfin, moi, ça a remis beaucoup de choses en question, de me dire, mais c'est possible, mais attends, mais là, je peux vraiment faire un truc de dingue, en fait. Si vraiment... Mais j'ai choisi de repartir à zéro. Et c'est là aussi que, pour moi, nos valeurs fondamentales doivent être plus fortes, en fait, tu vois. C'est quoi tes valeurs fondamentales ? Ben moi, alors, une de mes valeurs, bon, déjà, c'était la liberté, c'est certain. Donc ça, coûte que coûte, ça me donnait la liberté. Mais j'avais aussi une grosse valeur morale, en fait, et éthique de j'ai vraiment envie d'aider les gens. Et là, j'avais pas la sensation de les aider, tu vois. Une espèce de forme de servitude, mais servitude qui était saine. Genre, je te parle pas de servir quelqu'un et d'être le sauveur de quelqu'un, mais c'était plus, j'ai envie de servir le monde, mais d'une manière saine pour moi. Alors, encore une fois, ça se discute. Il y a des gens qui font du MLM et qui sont hyper alignés. Et moi, je sais qu'on m'est tombé dessus pas mal de fois. En mode, mais moi, je fais du MLM et j'ai l'impression que c'est sain. Très bien, en fait. Encore une fois, ça dépend de toi. Moi, j'avais pas l'impression que c'était sain parce qu'honnêtement, j'avais la sensation de leur promettre des choses à mon équipe en mode, mais toi aussi, t'inquiète, tu vas faire l'argent. Ils en faisaient pas de l'argent. C'était moi qui me faisais de l'argent en réalité. Oui, c'est eux, ils en faisaient pas. Ben ouais. Le système pyramidal. Exactement. Ouais. Et en fait, j'avais pas l'impression de les aider du coup. Moi, mon but, c'était d'aider aussi les autres à faire l'argent. Si moi, j'en fais, on en fait tous, tu vois. Ouais. Et dans la vie, je suis quelqu'un d'assez généreuse. Okay. Et je pense que j'avais aussi besoin de faire ressortir ça. Tu vois, ça fait aussi partie de mes valeurs aussi, tu vois, c'est de savoir donner, savoir recevoir, mais de manière saine. Encore une fois, il ne s'agit pas de... Bon, j'ai eu aussi des mauvais patterns financiers qui m'ont fait perdre beaucoup d'argent, mais bref, en tout cas, je pense qu'il y avait vraiment ça qui ressortait. Et j'avais déjà un petit peu des gens sur les réseaux. À ce moment-là, je devais avoir 20-25 000 personnes déjà, tu vois. Oui, d'accord. Sur Insta ? Ouais. Okay. Parce que c'est vraiment en 2017-2018 que j'ai commencé à me développer un petit peu plus sur Instagram. Et je sais pas, je sentais en fait que je pouvais être porteuse de quelque chose de beaucoup plus fort et beaucoup plus impactant en fait. Et ça, tu l'as remarqué ? Cette valeur fondamentale est ressortie quand tu avais assez d'argent. Bah ouais, okay. Exactement. Ouais. Quand je commençais à voir que je pouvais toucher de l'argent, toucher des gens aussi, mais c'était pas la manière dont je voulais les toucher. Et c'est pour ça que j'ai tout quitté. Et d'ailleurs, dans le MLM, le truc, c'est, ça fait un peu secte en vrai. C'est horrible. Quand tu quittes un truc, on essaie vraiment de te retenir et tout. C'est horrible. Genre vraiment, on m'avait dit... En plus, à l'époque, j'étais déjà un peu touche à tout et je faisais du MLM, mais je voulais déjà toucher un peu à d'autres choses, faire un peu de l'affiliation qui était encore différente, tu vois. Mais... Et on m'avait interdit, dis-toi, ma société de MLM, elle m'avait interdit. C'est horrible. Ils te tiennent de fou. Ils m'avaient dit non, en story, t'as pas le droit de mettre ça. Si on voit un truc, ça, tu peux te faire virer de la société et tout. Genre, c'était horrible. Genre, en fait, c'était comme si je retombais un peu dans un schéma salarial. Ouais. C'était pas ça que je voulais. Donc, en fait, déjà, c'était un peu en train de dégommer ma valeur de liberté. Ouais. Même si, encore une fois, la valeur de liberté, on n'est jamais à 100% libre, même encore aujourd'hui, en fait. On a encore plein de choses, on le sait. Ouais. Mais là, quand même, je sentais qu'on était quand même beaucoup sur mes fesses. Ça me dérangeait. On guettait tous mes moindres faits et gestes. Et vu que j'étais une des celles qui avait le plus de personnes à l'époque sur Insta dans la société, tu vois, du coup, j'étais la cible, quoi. Ouais. Donc, tu as décidé de je me suis dit, sur autre chose. Exactement, je me suis dit, d'affiliation, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Je me suis dit, on repart à zéro. Ça a été un gros choix difficile parce que tu commences à gagner un peu d'argent et tu es obligé de switcher, du coup, parce que j'avais plus de récurrent. Du coup, d'un mois à l'autre, je passais de 5-7 000 à, ça y est, on redémarre à zéro. Ouais. Plus rien. Mais c'était une bonne forme pour moi de me dire, OK, comment est-ce que je suis capable de refaire de l'argent dans un autre monde, tu vois. Ouais. Et j'ai vu ça dans ton parcours, tu as eu beaucoup de... Ouais. Tu as gagné de l'argent, tu n'as plus rien eu, tu as regagné de l'argent, complètement. Tu n'as plus rien eu. C'est exactement ça, ouais. Et là, ce fut le cas, encore une fois de plus. Ouais. Et puis, je me suis lancée dans l'affiliation, j'ai vendu des formations dans l'immobilier, notamment. Ouais, tu avais dit avec Christopher. C'est ça, ouais. J'avais pris sa formation. Ah ouais, voilà. Moi, pareil, c'est pour ça que je me suis mise à la vente. En fait, je l'avais déjà depuis 1 an, je l'avais bien pensé. Puis du coup, il m'a contacté, de fil en aiguille. Il m'a dit, fais de l'affiliation, si ça t'intéresse, je te donne un lien, blablabla. Puis ça a bien décollé. Okay. T'as fait de l'argent ? Beaucoup, ouais, mais bien plus que le MLM, ouais. Ah ouais. Après, ça s'est arrêté ? C'est ça, exactement. Après, j'ai craché 1 an et demi plus tard, en 2021, un peu après le Covid. Là, t'étais encore au Canada ou... Non, je suis rentrée. Alors, quand j'ai commencé l'affiliation, je te parle de ça, c'était peut-être en juillet 2019, un truc comme ça. Et je suis rentrée en début d'année 2020, par là.
entre décembre et janvier 2020. Ok. Et donc, je suis restée un peu en France. Je suis repartie à Bali fin 2020. Pourquoi tu es repartie à Bali? Et ben, déjà, Bali était toujours resté dans un coin de ma tête. Ah ouais? Ouais. T'avais aimé déjà la première expérience? J'avais adoré, ouais. Ok. J'avais adoré, même si j'étais pas entrepreneur, je ne savais pas encore comment je pouvais me projeter, mais je savais que j'allais retourner ici, Ok. à un moment donné ou à un autre. Et je suis partie avec une amie à moi, parce que oui, entre-temps, j'ai fondé une marque aussi, mais qu'on a fait cracher. E-commerce, c'est ça? E-com, ouais, c'est ça. Ouais. Elle s'appelait Oraya. Okay. Ouais, c'était une marque en lithothérapie, mais bon, on a perdu beaucoup d'argent parce qu'on avait vraiment... On a travaillé 2 ans sur le projet, 1 an sur tout le projet de la marque, etc. On avait des centres de logistique sur Paris et tout. Enfin, on avait vraiment fait les choses bien, mais on s'est craché, ouais. Et bref, de base, on est partis sur Bali toutes les deux pour pouvoir taffer là-bas. On voulait pas rester en France. Et en 2021, ouais, ça a été un peu la descente aux enfers. Ouais. À Bali? Ouais, à Bali, ouais, complètement. Parce que plus d'argent. Plus d'argent, perte de sens. Je savais plus ce que je voulais faire. J'ai eu un moment donné, je voulais disparaître des réseaux, ça me gonflait. Enfin, il y a eu beaucoup de moments où j'ai voulu faire un espèce de step back, mais en fait, ça se fait pas comme ça. Et surtout, en fait, c'était pas des bonnes décisions. Donc, il y a eu plein de moments où je me suis dit, je vais supprimer mon compte Insta, c'est bon, ça me saoule. Je veux plus de ça, je veux pas de cette vie-là. Et pourquoi c'est quoi, ça veut dire quoi, perte de sens, et comment t'as fait pour relever la tête au final? En fait, perte de sens, j'arrivais à un moment où j'avais plus envie de faire d'affiliation. Ça y est, ça faisait déjà 2 ans que j'en faisais. J'avais plus envie. Et le truc, c'est que c'était ma seule source de revenus parce qu'en fait, on montait la marque à côté, mais on l'avait pas lancée encore. Donc, on faisait que réinjecter tout l'argent de l'affiliation que je faisais. Je le réinjectais dans la marque, ce qui fait qu'en fait, j'étais en train de perdre un argent phénoménal parce que moi, je commençais à de moins en moins parler sur l'affiliation. Et donc, forcément, moi, mon canal principal, c'était Instagram. Même s'il y avait un peu de publicité qui tournait, etc., je faisais beaucoup en organique. Et du coup, l'argent commençait à bien diminuer. Et les gens, ils sentent aussi, tu vois. Ils ont senti à quel point j'étais perdue. Même dans ma communication, je me montrais de moins en moins. J'en parlais de moins en moins. Enfin, ils sentaient que j'étais en train de switcher, de passer à autre chose. Mais ils ne savaient pas vraiment quoi, ce qui fait que j'ai perdu aussi beaucoup d'audience, ce que je comprends vraiment. Ouais. Et... ouais, puis même d'un point de vue personnel, c'était un moment où, encore une fois, tout revenait autour de mon père. Il y avait plein de choses que j'avais pas comprises et que j'avais pas voulu voir non plus. Et c'est aussi pour ça que j'étais partie à Bali et je me suis un peu envoyée dans les expériences spirituelles. Je suis tombée aussi dans pas mal de croyances que j'ai beaucoup remises en question par la suite, mais qui à l'époque m'avaient fait du bien. Et en fait, de toute façon, il n'y a pas de secret. Pour moi, je dis toujours qu'on est le miroir de notre entreprise, mais parce qu'en fait, si toi, tu vas pas bien et que c'est un peu cliché de dire ça, tu es plein de blessures. Oui, on sera toujours plein de blessures. Pour moi, je ne crois pas à la version où on va guérir de toutes ces blessures. Mais si en tout cas, il y a plein de choses avec lesquelles tu n'es pas du tout OK, qui sont encore un poids pour toi, qui sont encore une friction, c'est compliqué en fait de monter une entreprise qui est stable, qui est pérenne surtout, tu vois, parce que moi, j'arrivais pas du tout à pérenniser ma boîte, puisqu'en fait, tout se cassait la gueule tout le temps. Donc, Et finalement, le fait de faire maintenant des formations dans le multipotentiel, c'est lié aussi le fait que tu étais perdu, tu te cherchais, tu allais un peu partout, etc. Ouais, complètement. Et puis en plus, le fait que je fasse déjà plusieurs choses, moi, ça m'était beaucoup reproché. Parce qu'on me disait, mais tu veux pas faire un truc et genre t'y mettre vraiment, genre mets-toi sur ton e-com ou mets-toi juste sur ton affiliation ou machin. Et en fait, je te dis, j'ai un tel besoin de me nourrir de plein de choses, ou de plein d'activités, de plein de disciplines, d'intérêts, de passion, que je le faisais. Parce que je me disais, si la société pense ça, c'est que ça doit sûrement être la bonne voie à suivre. En fait, ça me frustrait. Et c'est ce qui faisait que je repartais dans des pertes de sens à me dire, mais je veux pas faire que ça. Enfin, genre, je suis pas nourrie là. Je suis pas heureuse. C'est pas ma vie, quoi. Et ouais, je pense que forcément, cette histoire de multipotentialité et de multipassion, moi, m'a énormément apaisée parce que quand j'ai su que j'étais pas anormale et que j'avais juste un espèce de mode de fonctionnement différent, oui et non, on est tous différents de notre manière, mais ouais, qui en tout cas n'était pas dans tout ce que je pouvais voir autour de moi et même les gens que je pouvais côtoyer, ça m'a rassurée, tu vois. Je me suis dit, je suis pas un ovni ou je suis pas complètement perdue, complètement instable comme ce qu'on avait pu me laisser entendre. Et finalement, tu as toujours réussi, et ça c'est hallucinant, parce que quand je regarde ton parcours, toi, tu faisais de l'argent, t'en perdais, tu faisais de l'argent, t'en perdais, mais tu as toujours réussi à retrouver quelque chose pour rebondir. Toujours, ouais.
Et en fait, c'est comme si l'argent n'était plus... Enfin, c'est quasi sûr maintenant, mais l'argent ne te drive plus tant que ça, quoi. C'est parce que tu sais que tu vas refaire de l'argent. Exactement. Ouais, c'est exactement ça. En fait, j'imagine que tu as construit une confiance en toi de ouf, de te dire, en fait, je vais toujours réussir à refaire de l'argent. Ouais, par rapport à ça, honnêtement, ouais. En fait... Parce que c'est compliqué, tu vois, de gagner de l'argent et tout perdre. Complètement. Ah, mais moi, en plus, je prenais des sales coups dans mon ego. Hein. Je me disais, mais waouh, je suis vraiment une merde. Genre, vraiment, je te jure, je pensais vraiment ça. Je me disais, c'est dingue. Mais vu que je me faisais super confiance, en fait, sur ça, je pense qu'on n'a jamais réellement... ça, c'est un grand sujet, la confiance en soi. Mais parce que tout le monde me dit, mais comment tu fais pour avoir confiance en toi ? J'ai pas confiance en moi. En fait, je pense que la confiance en soi, elle dépend carrément du contexte. Dans ce contexte-là, je me fais à 100% confiance. C'est-à-dire que moi, je le dis souvent, mais moi, je suis quelqu'un qui aime prendre des risques. Et c'était le cas même déjà avant même que j'entreprenne. Et je t'ai pas posé la question, tes parents, ils prennent des risques ? Pas du tout. Tes parents, tes frères ? Non, je suis vraiment la seule comme ça. Ah ouais. Je suis vraiment la seule à... Même en termes de prise de risque, de partir à l'étranger, etc., je suis la seule comme ça. Ça, c'est bizarre. Ouais. Et, parce que tu parles beaucoup de ton père et tes blessures, tu penses que c'est lié à ça ? Cette prise de risque ? Non, je pense même pas. Je pense que ça fait partie de ma personnalité, mais je crois pas que ça fasse partie. Enfin, parce que j'ai toujours été un peu comme ça, mais même quand j'étais plus jeune. Hein. Moi, je montais partout dans les arbres, je prenais toujours plein de risques. J'étais une vraie casse-cou. Je me blessais tout le temps. Enfin, je mesurais pas toujours en fait ce que je faisais, même physiquement du coup. Mais dans ma vie, c'est ça qui me drive vraiment. Et j'ai jamais... Alors, je sais que c'est une grande peur pour beaucoup et je peux aussi l'entendre, parce que du coup, j'accompagne aussi ces gens-là, mais j'ai pas peur de l'échec. Moi, je suis quelqu'un, l'échec, ça me fait absolument pas peur. Et pourquoi ça me fait pas peur ? Parce que je me fais assez confiance sur ce qui va se passer après ça, parce qu'en fait, je pars du principe que je vais échouer. Très pessimiste. Moi, je vais échouer. Je vais échouer. Toute ma vie, je vais échouer à certains moments, et c'est ce qui se passe tout le temps. Mais en fait, je me fais tellement confiance sur ce que je vais faire de cet échec qu'en fait, j'y vais, entre guillemets, les yeux fermés. Parce que je sais que je vais pas me victimiser, parce que j'ai un peu horreur de la victimisation, que je vais pas rester comme ça, morfondre en me disant « Oh, j'aurais dû ». Bah oui, j'aurais dû, tu vois. Mais en fait, reste pas là. Mes ambitions sont tellement plus hautes, tellement plus fortes, et je suis tellement drivée par ma vision que je me fais vraiment confiance sur ça. Donc sur ça, ouais, j'ai confiance. J'ai jamais... On le voit, de toute façon, l'énergie que tu es en train de... transmettre là maintenant, ça se voit. Ouais, franchement, je suis convaincue, en fait, tu vois. Je suis convaincue que quoi qu'il se passe dans ma vie, je vais toujours rebondir. Et je sais que ça peut déranger beaucoup aussi, parce qu'il y en a qui me disent « Ouais, mais tu sais pas ce qui va... » Non, mais c'est clair, j'en sais rien, moi, de ce qui va m'arriver. Mais je me fais confiance sur la gestion que je vais avoir de cet échec. Parce que oui, sur le moment, c'est la galère, t'es là, tu paniques et tout, mais en vrai, plus ça va, plus je le gère. C'est relou, tu perds de l'argent, comme tout le temps. Mais il faut rebondir. Puis l'argent, il est partout en réalité. Donc, tu peux en faire. Et même au-delà de ça, parce que ça sonne un peu vénal, j'ai compris aussi pourquoi je voulais faire de l'argent. L'argent, c'est incroyable. C'est un outil qui est magnifique. Je dis que c'est un outil, mais oui, on peut le voir comme on veut. Un moyen, un outil. Ouais. Ça, c'est un moyen, c'est un outil qui permet d'aller à autre chose et qui me permet de réinjecter dans mes projets et de nourrir aussi tout ce que j'ai envie de faire. Ouais, d'explorer, de faire des choses. Exactement. Ouais. Exactement. Donc, c'est un grand tabou et ça ne devrait pas. Et 2021, tu disais que tu avais une relation toxique qui a duré 5 ans. Avant ça alors non, c'est pas une rupture amicale. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. J'ai une relation effectivement qui a duré quasiment 5 ans, mais qui n'était pas du tout toxique. C'était vraiment très très bien terminé. Et ensuite, j'ai eu une autre relation à Bali, mais très courte, de 6 mois, qui là effectivement a été un peu toxique. Alors, c'est vrai que c'est pas que j'aime pas en parler, mais c'est que j'ai l'impression que c'est cliché. Maintenant, tout le monde a eu des relations toxiques, et c'est peut-être le cas. Mais moi, j'ai mis longtemps avant de vraiment mettre ce mot-là, parce que je m'en rendais pas compte. Et c'était à Bali, un expat aussi, un Italien, enfin bref. Et je me suis laissée happer dans une histoire, mais qui venait aussi beaucoup en résonance avec qui j'étais. En fait, c'était très drôle, parce que je l'ai vu aussi comme un gros signe. Alors, ça sonne très holistique, mais c'était un moment où moi, j'étais en train de monter de dingue dans mon état d'esprit, dans tout un tas de choses, de faire évoluer pas mal de choses dans ma vie, de piliers, etc. Sauf dans mon business, mais en tout cas dans mon état d'esprit, j'étais en train de... C'est ça qui était le paradoxe de l'année 2021, en fait. C'était que dans mon mindset, je comprenais plein de trucs, mais dans mon business, c'était la cata. Mais c'est comme si ça m'inquiétait pas plus que ça, parce qu'en fait, en 2022, j'ai vachement bien rebondi. Comme si je me disais qu'il me fallait cette année-là de césure pour comprendre plein de trucs, et ensuite, je les mettrais ta perte de sens et ta crise identitaire, c'était en 2021, quand tu commençais à comprendre plein de choses sur toi. Ouais, c'est ça. Entre 2020 et 2021. Entre 2020 et 2021. C'était exactement ça.
Fin 2020, ouais, par là. Fin 2020 et quasiment toute l'année 2021 jusqu'à septembre-octobre. Et ensuite, après, j'ai commencé à me relancer dans d'autres choses et 2022 a bien mieux roulé, ouais. Et c'est à ce moment que tu rencontres Chris? Courant 2021, ouais. Ok. Comment t'as su que c'était le bon? Waouh. Je savais pas, hein. En fait, honnêtement. Il rigole. Ouais. Je savais pas. Je vais tirer le rideau. Vas-y. Fais comme s'il n'était pas là. Déjà, alors, moi, j'étais pas du tout ouverte à une nouvelle relation quand j'ai rencontré Chris parce qu'on se rencontre l'été 2021. Et moi, c'était entre 2 voyages à Bali parce que je rentrais en France pour juste faire un saut, dire bonjour à ma famille, etc. Et je repartais normalement 3 semaines plus tard. Ok. Au final, je me retrouve bloquée en France parce que Bali referme ses frontières, etc. Donc, relou. Et en fait, on se rencontre. Alors, on se connaissait déjà un petit peu parce qu'on a grandi au même endroit, etc. Donc, moi, je voyais déjà qui c'était depuis un moment. Pareil, on s'était déjà croisés plein de fois. Chris était déjà sur les réseaux. Il était déjà entrepreneur. Il faisait déjà des choses. Il était déjà entrepreneur, mais Chris, il était tatoueur. Il avait son salon, il avait son shop de tatouage qui était bien coté. En France? Ouais, en France. Ah, je crois que c'était au Costa Rica. Non, il était parti aussi au Costa Rica, Mexique, tout ça, je pense qu'il te racontera. Mais ouais, il était revenu en France, il s'était installé et c'était un tatoueur qui était d'ailleurs bien à côté. Et en fait, justement, moi, ma pote avec qui j'ai monté la boîte, Oraya, on rentre ensemble en France et elle me dit viens, ça te dit, on va se faire tatouer chez Chris, mais en mode chill, petite bouteille de vin, machin, on discute et tout. Elle connaissait un petit peu, tu vois. Moi, je dis ok, machin, je dis moi j'ai un rendez-vous à Bordeaux, mais je vous rejoindrai après, tranquille. Et donc, j'arrive un peu après le truc. Il me tatoue aussi. Et voilà, au final, on se rencontre. On discute vraiment parce qu'on s'était déjà rencontrés. Ça se passe bien, c'est cool. Ensuite, on va boire un verre tous ensemble. Ma pote, moi, Chris et malheureusement, un de nos potes, nos meilleurs potes qui est décédé en ce début d'année. Sébastien, c'est ça? Ouais, c'est ça. Qui est le parrain de notre fille. Et bref, Seb qui flash un peu sur ma pote, Chris qui, voilà, bon, pas qui flash sur moi, parce que c'était pas encore fait, mais voilà, on discute, on continue de discuter sur Insta, je crois qu'on n'avait pas encore les numéros, mais moi, j'étais super fermée. C'est-à-dire qu'il était cool et tout, il était super mignon, même ma pote, elle m'a dit, ouais, il te plaît et tout. J'ai dit, ouais, mais en vrai, je suis pas là pour ça, moi, je repars dans 3 semaines à Bali et je veux absolument pas me priver, en fait. Et surtout que je sortais justement d'une relation. Pas top. Et ouais, j'avais pas forcément envie, j'étais pas du tout ouverte. Et ça se sentait parce qu'il a un peu galéré. Ouais. Il venait me chercher, il voyait que j'étais pas du tout ouverte. Il me lançait un peu des idées de rencard et tout. Et je réagissais pas trop. Enfin, ça m'intéressait pas en fait. Okay. Et juste un soir, il dit ouais, viens, on va au Base. C'est une boîte à Bordeaux. Il me dit si tu veux, ramène des potes et tout. On a pris un carré avec mes potes, machin. Alors, il faut savoir que moi, je déteste aller en boîte avec des mecs que je connais pas et dans leur carré. Genre, ça, c'est un gros truc d'ego que ça vient déclencher chez moi parce que j'ai l'impression, du coup, d'être une nana qui profite d'eux, alors qu'en plus, moi, je gagnais déjà ma vie, etc. Enfin, genre, j'étais là, genre, je veux pas ça. Et donc, du coup, je fais la meuf un peu, genre, ouais, je sais pas trop, on verra et tout. Finalement, je viens avec ma pote. On vient, mais en fait, on reste quasiment pas dans le carré. Donc, en fait, on s'est quasiment pas vus. On est juste passés comme ça. Ouais. Et je sais pas, il me relance, il me dit, c'était samedi soir, il me dit, vas-y, viens, lundi soir, on se fait un resto. Et je dis oui sur le moment, tu vois. Donc, choquée et tout. Et voilà, et c'est parti comme ça, lundi soir, resto. Ça s'est pas passé tout de suite, mais on a discuté. Ouais. Exactement, ça a fité. Et après, 2-3 jours après, on était ensemble, quoi. Ok. Et voilà. Après, vous êtes... ça a commencé à se solidifier, vous êtes allés sur Bali. Ouais, on est parti en Thaïlande avant. Il a tout quitté, il a fermé son shop. Il a tout quitté. Parce que moi, je lui ai dit, moi, dans tous les cas, je repars. Donc, et je savais qu'il entreprenait pas en ligne. Donc, je lui ai dit, je sais pas ce que toi, tu vas faire. Il m'a dit, je verrai. En fait, il comptait retravailler en tant que tatoueur à Bali. Sauf que Bali était toujours fermé. Donc, entre-temps, on a passé 2 mois en Thaïlande. Qui se sont pas du tout bien passés. Ah, pourquoi? En fait, on venait de se rencontrer. Et le fait de vivre directement avec la personne, enfin, moi, j'avais encore pas mal de choses à taffer, on va dire, sur moi. Enfin, voilà, de choses à voir. Lui, il était très dépendant affectif. Moi, j'avais un gros besoin de liberté. Enfin, ça matchait pas. Tu disais que tu étais dépendante affective aussi, non? J'avais vu dans les notes. Avant. Ouais, avant. Mais à ce moment-là, non. À ce moment-là, non, justement. Et du coup, je rejetais pas mal ça. Enfin, genre, vu que moi, je l'avais un peu réglé. T'étais soignée. Ouais, on va dire ça comme ça. Du coup, ça venait un peu me chercher. Ouais. Et ça s'est pas très bien passé. On est revenu sur Bali. En fait, moi, je lui ai annoncé que je voulais qu'on fasse maison à part. Je voulais plus qu'on vive ensemble. Pas définitivement, mais en tout cas, pour le moment, j'avais besoin de mon espace. Forcément, il l'a mal pris, mais c'est normal. Surtout qu'en plus, moi, j'étais pas très fine dans ma communication et j'ai appris à communiquer par la suite. Et
Ouais, voilà. Et en fait, on s'est un petit peu séparés. Je te passe un peu les détails parce que l'histoire est vraiment longue, mais on s'est un peu séparés et en l'espace de quelques jours, je sais pas pourquoi, il y a eu un truc. On s'est retrouvés et c'est reparti de plus belle, mais genre comme moi, c'est vraiment là que je suis tombée amoureuse de Chris, quoi. Avant, genre, je l'appréciais, j'avais beaucoup d'affection pour lui, mais c'était une autre forme d'amour. Mais là, vraiment, c'était un amour passionnel, tu vois. Et du coup, c'est parti comme ça. Et on a aménagé par la suite ensemble, tu vois. Et voilà. Puis après, je suis tombée enceinte assez rapidement. Ok. Et j'imagine que vous avez grandi ensemble, beaucoup de communication. Énormément. Franchement, c'est très cliché de dire ça, mais en fait, je pense que on avait aussi la maturité pour sauver cette relation, honnêtement, parce que Chris avait déjà fait beaucoup, alors j'aime pas trop cette expression, mais fait beaucoup de travail sur soi. En tout cas, il avait beaucoup fait évoluer ses pensées, etc. En plus, on baignait pas mal dans le dev perso, la spiritualité à ce moment-là, et lui, c'était pareil dans son passé. Et je pense que ça a beaucoup aidé, honnêtement, parce que du coup, il avait une grosse remise en question. Moi, pareil, au lieu de pointer l'autre du doigt et de s'accuser, en fait, on s'est remis nous-mêmes en question. Moi-même, dans ma communication que j'avais pas, parce que j'ai été super dure avec lui, tu vois. Et lui-même, dans ses schémas qu'il répétait, ou en fait, dans toutes ses relations, j'étais un peu la seule qui lui faisait vivre une autre relation où je lui avais dit une phrase qui était horrible et que je pensais sincèrement à l'époque. C'était en gros, moi, je suis pas là pour te sauver. Enfin, moi, je suis pas comme tes ex, je suis pas là pour te sauver. Donc en fait, sauve-toi tout seul, tu vois. Ouais. Sauf que je l'avais dit sans le tact. Enfin, voilà, j'aurais pu lui dire autrement. Ouais. Mais mine de rien, ça a été un déclic. Et du coup, je pense que ça nous a beaucoup aidé. Et c'est ce qui a fait que quand on a vraiment posé le truc et qu'on a vraiment communiqué au lieu de s'accuser, en vrai, ça nous a sauvés. Hein. Mais il y a tellement de couples comme ça où... Complètement. Quand il y a la dépendance affective, justement. Ouais, complètement. L'autre dépend trop de l'autre, tu vois. Exactement. Et si l'autre ne comprend pas, là, il y avait vraiment une compréhension des deux qui fallait qu'elle se fasse parce que sinon, en fait, c'était voué à l'échec, tu vois. Mais je pense qu'on avait aussi beaucoup envie de sauver cette relation parce qu'on sentait, même moi, comme je te dis, j'avais beaucoup d'affection pour lui avant. C'était pas une forme d'amour fusionnel, passionnel, mais je sentais qu'il y avait quelque chose dans ce mec, tu vois. Et je me disais, non, mais ça peut pas s'arrêter là. En vrai, il y a un truc que j'avais jamais vécu aussi avant. Puis il avait une maturité incroyable, tu vois. Ouais. Je sais pas, c'était des sujets que j'avais. En plus, c'est vrai, c'est rare la maturité chez les mecs. Vraiment. Vous avez à peu près le même âge ? Ouais, on a un an d'écart, un jour d'écart. Généralement, je sais pas, moi, tu vas prendre une meuf de 25 ans, un mec de 25 ans. La meuf, en termes de maturité, c'est vrai, elle va être super loin par rapport au gars, quoi. Ouais, complètement. Ouais, c'est vrai, ça, c'est complètement. dur à trouver un mec avec qui a un peu de maturité. Exactement. Et surtout que on n'a qu'un an d'écart, mais moi, j'ai un an de plus. Et c'est trop bête, mais je m'étais toujours dit, jamais je me mets avec quelqu'un de plus jeune et tout. En fait, rien à voir, tu vois. Ouais. Mais bon, voilà, les choses se sont faites au final. Maintenant, vous avez un petit bébé. Exactement. On a une petite fille de 16 mois, ça se passe très bien, elle est trop mignonne. Et ça change quoi d'avoir un enfant, du coup ? Plein de choses, j'imagine. Plein de choses, ouais, forcément, on va pas se mentir, ça change plein de choses. C'est même au sein du couple, il y a quand même un gros rééquilibrage à avoir parce qu'en fait, tout d'un coup, tu deviens parent, donc le couple peut aussi s'oublier. Il y a plein de choses. On est tous les deux entrepreneurs aussi et assez carriéristes, donc il y a aussi ça à équilibrer. Ça change plein de choses, mais honnêtement, c'est par période. Il y a des périodes qui ont été plus compliquées que d'autres, forcément, où tu dors pas beaucoup au début, tout ça, mais c'est que du bonheur. Enfin, nous, maintenant, on kiffe. On kiffe notre parentalité, c'est trop bien. On a une petite fille qui est extrêmement facile. Peut-être que aussi elle s'adapte aussi beaucoup à notre rythme, je sais pas. Hein. Et finalement, quand on a un enfant et qu'on est entrepreneur, on perd pas cette fibre entrepreneuriale, justement. Non, pas du tout. On continue. Franchement, pour moi, c'est qu'une question... Enfin, c'est un peu facile ce que je veux dire, mais c'est beaucoup une question d'organisation. Et c'est aussi pour ça que moi, je me plais à Bali. Encore une fois, je sais pas si ça serait pareil en France, mais c'est vrai, on a cette chance aussi de pouvoir avoir une nanny qui est avec nous, qui vit avec nous. Ouais. Elle a sa chambre dans la maison, etc. Ce qui fait que du lundi au vendredi, la petite est avec la nanny. Ouais. Le week-end, la petite est avec nous, mais il y a une après-midi, en général, on la confie avec une nanny parce que nous, on se fait une journée aussi que tous les deux. On a besoin de se retrouver aussi que tous les deux pour s'équilibrer. Exactement. Ouais, finalement, c'est une espèce de routine, mais dans laquelle on se retrouve, tu vois, où on essaie de faire des choses aussi qu'à deux, tout ça. Trop bien. Donc, franchement, non, c'est pas une contrainte. Franchement, c'est pas une contrainte. Et même pour les voyages, tout le monde dit vous avez pu pouvoir voyager. Non, en fait, on voyage tout autant, si ce n'est plus. Donc, c'est juste de l'organisation. Voilà, c'est autre chose. Donc, c'est une fausse croyance de se dire que parce que tu as un enfant, ta vie, elle s'arrête. Franchement, ou tu peux plus bouger, ou tu peux plus entreprendre. En fait, c'est juste que tu dois penser différemment. C'est-à-dire que, je vais pas te mentir, si par exemple, nous, on voulait se faire les Universal Studios avec Chloé et Chris sur Singapour,
on doit penser différemment. On sait qu'on va pas pouvoir amener la petite. Donc là, du coup, on va pas partir longtemps, mais on a dit à la nanny, peut-être que tu vas devoir la garder pendant 2 jours, 3 jours. Tu vas le temps d'un week-end, on part le vendredi, on revient le dimanche. C'est une autre organisation, mais c'est pas impossible. Ouais. Moi, je crois pas à cette version-là. C'est pas impossible. Okay. Écoute, Solène, je finis toujours le podcast avec les mêmes questions. Tu vas devoir me mettre une note entre 1 à 5 sur les différentes catégories. D'accord, très bien. Si je te dis amour, tu te situes où? Amour? Ouais. Je me situe à 5. 5 étant le meilleur, j'imagine? 5 étant le meilleur. 5. Ok. Amitié? Ah, grande question. Je dirais 3. Ok. Pourquoi? Parce que... 3. Alors, dans mes amis actuels, j'en suis très contente et très heureuse d'être entourée des personnes que là, j'ai actuellement au moment de ce podcast. Mais j'ai tellement été déçue. Il n'y a pas si longtemps, etc., il y a 1 an, 2 ans, que je reste super... j'ai beaucoup de recul par rapport aux amitiés et je suis très sélective. Bon, je pense comme beaucoup, mais malheureusement, je laisse plus beaucoup de monde rentrer. Je passe peut-être à côté de plein de rencontres, mais ça peut être difficile parfois de m'approcher puisque du coup, je suis très déçue facilement. Okay. Donc, tu te fermes un peu, quoi. Ouais, un petit peu, c'est vrai. Famille? Je dirais 4. Ok. Je dirais 4, et pour expliquer ce choix, alors je suis pas quelqu'un de très famille, parce que du coup je me suis habituée beaucoup à être à l'étranger, mais j'aime bien ma famille vraiment proche, ma mère, mes frères, et du coup j'ai repris contact aussi avec mon père. Donc, ça s'est arrangé avec ton père du coup? Ça s'est arrangé, ouais. Okay. T'as guéri de tes blessures? Ouais, carrément. Okay. Ouais, on peut dire ça comme ça. En tout cas, j'ai surtout compris et j'ai plus du tout de colère ou quoi que ce soit. Enfin, j'avance vraiment. Il est l'homme qu'il est, mais je suis OK avec ça. Santé, mentale et physique? Santé, mentale, physique, je dirais 4. Okay. Je sais pas si on est toujours à 5. Bon, là, je vous cache pas que le fait d'être en France, ça me challenge un petit peu plus. Mais ça va. Ça va. Et business, du coup? 5. Ok, t'es à 5 en business? Ouais, franchement, ouais, parce que je suis vraiment dans une période de ma vie où, comme je disais un peu sur les réseaux, ça fait une bonne année et demie, depuis que j'ai accouché, en fait, où je me sens hyper alignée à ce que je fais. Trop bien. Vraiment. Genre, je sens que, j'allais dire, j'ai trouvé ma voie, mais je sais aller, entre guillemets, me disperser, mais j'aime trop ce que je fais. J'aime trop les personnes que j'accompagne, parce que j'ai appris à clarifier ça, et je crois que ça me drive vraiment. Donc, ouais. C'est vrai, quand on aide les gens, ça change tout. Au final, et quand on aide les gens qu'on a envie d'aider aussi. Parce qu'en fait, pendant longtemps, moi, ma cible, elle n'était pas claire. Ce qui fait que j'attirais quelque part des clients avec lesquels je sentais qu'il y avait de la friction par moment, tu vois. Ouais. Tu vois, dans l'affiliation, c'était pas toujours clair et tout. Et maintenant, je sais, tu vois. C'est des femmes créatives, visionnaires, multipassionnées, qui n'ont pas peur de leurs ambitions et qui finalement me ressemblent d'une façon ou d'une autre, tu vois. Voilà. Parfait. Tu as terminé le podcast avec un très beau message. Trop chouette. Écoute, Solène, merci d'être passée. Merci à toi, c'était trop cool. Allez, à bientôt. À bientôt, bye bye.